bienvenue ce soir à ce cycle Demain, quels humains? Autrement dit, on va penser notre avenir. Et avec quoi? Avec un sujet particulièrement adapté, penser l'Anthropocène. Avec deux invités de marque, Agnès Sinaï, auteure, journaliste et surtout présidente et cofondatrice de l'Institut Momentum, qui justement pense socialement, enfin collectivement, l'Anthropocène. Et le philosophe Fabrice Flippot, docteur en philosophie et enseignant. Ah oui, j'ai oublié, vous êtes aussi enseignante à Sciences Po. Et Fabrice Flippot est docteur en philosophie et enseigne quoi? Les techniques et les sciences à Mines Télécom, hein, c'est ça? Il est auteur de plusieurs livres et également Agnès. Donc ce livre que je vous recommande particulièrement, le dernier en date, c'est justement Penser la décroissance et politique de l'Anthropocène. Et elle a dirigé cet ouvrage, qui est un ouvrage collectif et très stimulant. Je dois dire, j'ai lu d'un bout à l'autre toutes les contributions. Vous avez contribué avec 2 chapitres très résumant de tout. Et Fabrice Flippot, c'est pas tout ce que vous avez écrit, vous avez co-écrit un livre Sauver la Terre avec Yves Cochet, et puis Veilleur de l'eau, et puis un autre livre co-écrit avec Jacques Testard, qui était notre invité d'ailleurs au mois de novembre. Et ce livre-là s'appelle Labo Planète. Donc, pour les livres de Fabrice Flippot, c'est vraiment un livre incroyablement dense, nature et politique, avec le sous-titre « Contribution à une anthropologie de la modernité et de la globalisation ». C'est vraiment une somme philosophique de la pensée écologique. Il a vraiment fait le tour de l'écologisme. L'écologisme, est-ce que c'est un nouveau terme? Je ne sais pas. En tout cas, ça correspond à cette pensée philosophique de, par exemple, je cite quelques auteurs parce que ça fourmille de références, André Gorz, Ivan Illich, Deleuze et Guattari, et puis plus près de nous, Amartya Sen, pour ne pas rester dans l'hexagone, et puis aussi Alain Lipietz ou alors Serge Latouche, bien sûr. Et ces deux invités aujourd'hui sont les penseurs de la décroissance. Et ça, je pense qu'il faut avoir le courage de penser la décroissance. Le mois dernier, nous avions comme invité à Demain, quels humains, la sociologue Dominique Méda, qui a écrit le livre La mystique de la croissance. Et évidemment, elle remet en question la productivité, le productivisme à tout va, le toujours plus, etc. Mais elle ne va pas jusqu'à recommander la décroissance. Parce qu'il me semble qu'il faut vraiment du courage pour faire ça. Parce que nous sommes quand même, malgré nous, nous sommes formatés et nous carburons au désir de la marchandise, le fétiche de la marchandise, que ce soit les iPods, les iPads, les écrans plats ou les voitures avec climat. Voilà, nous voulons avoir le dernier cri et la dernière technologie, et non, ça ne va plus parce que, comme dit Agnès Sinaï, nous sommes au XXIe siècle, nous sommes dans la descente énergétique, parce que le pic du pétrole est déjà passé. Il est passé en 2006 et donc ça ne peut que descendre. Voilà, nous allons manquer de ressources, de pétrole, d'eau, de céréales, de beaucoup de choses. Donc en fait, qu'est-ce qui peut faire que nous changions de mode de vie? Qu'est-ce qui peut faire ça? Parce que c'est ça qui est nécessaire pour... alors est-ce que c'est seulement la peur qui va nous faire agir? Nous savons que c'est toujours les affects qui nous font avancer, qui nous font prendre des décisions, changer quelque chose. Mais quel affect? C'est la question que je me pose, que je vous pose.
Et je vous remercie d'être venu et de contribuer à la réussite, j'espère, de cette soirée. Pourquoi s'intéresser et se saisir plutôt de la notion d'anthropocène, et pourquoi ça m'est apparu en ce qui me concerne, c'était plutôt à l'occasion de la conférence climatique de Copenhague en 2009 que, comme beaucoup de personnes qui étaient à cette conférence, il y a eu une immense déception et aussi en même temps un immense éveil, avec le sentiment que les catégories politiques traditionnelles et même les catégories de l'entendement continuiste qui est le nôtre ne pouvaient pas induire la prise de conscience qui s'impose pour saisir les mutations en cours. Pour dire les choses plus simplement, le déni du changement climatique a continué à s'illustrer à cette conférence de Copenhague, et beaucoup de gens à ce moment-là ont bifurqué vers des démarches de ville en transition, de décroissance, des démarches beaucoup plus radicales, des démarches qui ne s'inscrivaient plus dans la foi, dans ces négociations politiques traditionnelles. Et en même temps que cette rupture politique, il y a eu donc la nécessité de convoquer de nouvelles représentations, donc l'émergence de mouvements décroissants et transitionneurs autour à partir de 2009, qui s'est renforcée, et puis l'émergence de cette notion d'anthropocène, qui a l'avantage de mobiliser de nouvelles représentations, justement une nouvelle représentation de l'état d'accélération de la crise écologique. Or, cette représentation n'est pas à l'œuvre, encore une fois, dans les négociations politiques que j'ai suivies, comme d'autres ici présents. D'ailleurs, Fabrice et moi étions à Johannesburg en 2002 au sommet mondial du développement durable, et déjà à l'époque, nous étions saisis par la faiblesse du discours politique en regard de notre sentiment de vivre dans un monde où la crise écologique s'accélère. Donc la nécessité de faire émerger une représentation à la mesure de cette accélération et l'arrivée de ce concept d'anthropocène qui est intéressant et ambivalent, qui est puissant justement parce qu'il véhicule la notion d'accélération, l'accélération qui s'est illustrée par la montée en puissance des énergies fossiles au XXe siècle. On peut dire, et c'est une des hypothèses de ce livre, Penser la décroissance, qu'il y a 4 phases dans l'anthropocène. La première phase est née avec la révolution industrielle autour de 1750 en Angleterre, dans les Midlands, à Manchester. On peut dire que Manchester est le berceau du premier anthropocène, où le passage du charbon de bois au charbon de terre, donc l'extraction du charbon liée à la pénurie de bois et de biomasse dans les années 1730 en Angleterre, a donc suscité l'utilisation et l'extraction du charbon de terre et l'invention géniale de la machine à vapeur, invention propre à cette société-là et pas à une autre, puisque les Chinois aussi utilisaient du charbon de terre, mais ils n'ont pas eu l'idée de faire tourner des machines à vapeur avec du charbon de terre, alors que les Anglais ont eu cette idée-là et ont fait tourner les manufactures et la sidérurgie grâce à cette invention qui a donc été la première époque de l'Anthropocène, les premières machines à feu et le début de l'extraction industrielle, avec aussi bien sûr ce qui va avec, c'est-à-dire la nécessité de coloniser des ressources au-delà du berceau anglais, donc la colonisation pour obtenir à la fois des calories et des esclaves, et puis
l'explosion démographique qui a fait que l'Angleterre a dû s'exporter en Amérique, et c'est comme ça que les États-Unis d'Amérique sont devenus une nation occidentale. Bref, en tout cas, la colonisation va avec l'extraction, et l'extraction va avec la vapeur, et la vapeur va avec le charbon. Puis la deuxième phase de l'Anthropocène, j'enjambe au passage la découverte du pétrole par le colonel Drake à Titusville, donc dans les premières années du XXe siècle, donc avec l'exploitation du pétrole par Rockefeller, très vite le décollage de ce combustible fabuleux qui nous amène à la deuxième phase de l'Anthropocène, qui, d'après Jacques Greenwald, grand penseur et grand passeur de ce concept d'Anthropocène, Jacques Greenwald dit l'Anthropocène est véritablement né et stratigraphiquement repérable. Je reviendrai sur la signification du terme stratigraphique dans quelques instants. Eh bien, à partir de l'après-Deuxième Guerre mondiale, des années 1950, voit décoller tous les signaux de l'Anthropocène sous la forme d'un déstockage accéléré des trois principaux fossiles, donc charbon, pétrole et gaz, avec un télescopage inédit des temporalités, puisque, comme vous le savez, dans le sous-sol et les roches-mères, il a fallu au moins 500 000 ans, sinon plus, pour constituer ces fossiles, aujourd'hui extraits à une rapidité inédite grâce justement aux machines à feu d'extraction. Donc télescopage des temps, décollage de toutes les extractions et emballement des signaux stratigraphiques, c'est-à-dire traces massives de gaz carbonique et de méthane, de protoxyde d'azote dans l'atmosphère, artificialisation massive des littoraux, des bassins fluviaux, déforestation à un rythme sans précédent, et globalement dans un décor de mondialisation, car tout ça va de pair avec les institutions de Bretton Woods, la mondialisation du commerce, la libéralisation. Tout ça a commencé dans la matrice de Yalta, le partage du monde, la domination américaine, les institutions de la mondialisation. Donc tout ça va de pair avec l'accélération de l'extraction et des signaux stratigraphiques, c'est ce que les géologues emploient comme terminologie. Comment repérer l'Anthropocène en tant qu'ère géologique, parce que, outre un concept potentiellement politique, l'Anthropocène est d'abord un concept géologique, qui désigne une ère géologique. En tout cas, c'est une hypothèse en discussion. Est-ce qu'on peut qualifier cette ère, notre ère, non plus d'Holocène, qui est l'appellation officielle de notre ère chaude depuis 15 000 ans, depuis le début du dernier interglaciaire? Faut-il rebaptiser notre ère Anthropocène? Y a-t-il assez de signaux stratigraphiques pour changer ce terme? Il y a des débats tous les 2 ans de géologues, mais en fait, en réalité, ce n'est pas un débat central pour les géologues actuellement. Seuls quelques transfuges marginaux en géologie, comme Jan Zalazievich, que cite beaucoup Jacques Greenwald et qu'évidemment nous citons dans nos ouvrages, osent poser cette question: est-ce qu'il faudrait changer? Et pourquoi faire d'ailleurs? Pourquoi changer, rebaptiser notre époque? Donc voilà, donc la deuxième phase de l'Anthropocène, ce serait sa mondialisation. La troisième phase, mais là c'est mon hypothèse dans Penser la décroissance, ce serait
une phase de prise de conscience. Ce serait maintenant, ce serait après 2009, après Copenhague, des gens qui commencent à dire qu'on n'est pas dans une continuité géologique et on n'est pas non plus dans une continuité industrielle. Il y a une rupture dans l'histoire des temps qu'il faut penser. Et on le voit avec les transitionneurs qui, conscients de la pénurie du pétrole, commencent à implanter des villes en transition ou des collectivités auto-organisées qui consomment moins d'énergie, qui font de la permaculture, qui se relocalisent sans attendre le pic pétrolier. Donc, parallèlement à la crise de l'Anthropocène, il y a aussi l'émergence d'une conscience. Alors, avec nos modestes initiatives, Momentum, bon, les travaux de Fabrice, enfin, il y a quand même, et vous ici ce soir, la nécessité de se formuler les choses autrement que dans une continuité à la fois du passé. On est, et c'est la 4e phase de l'Anthropocène, dans la potentialité d'une grande panne. Donc, d'après moi, la phase 4, ce serait la grande panne. Et l'intérêt de l'Anthropocène, c'est de nous penser comme dans une parenthèse de l'histoire, hein, qui se terminera probablement au cours du XXIe siècle, lorsque le pétrole, lorsque la dernière goutte de schiste, d'huile de schiste sera exhumée des roches-mères du bassin parisien, probablement pas, parce qu'il y a trop de monde pour faire ça ici, mais de l'Orénoque ou des Appalaches ou de Pologne. Et encore, il semblerait que ces affaires d'huile de schiste n'intéressent déjà plus beaucoup les investisseurs, puisqu'on sait qu'un puits de gaz de schiste, par exemple, ne dure qu'une vingtaine d'années, donc c'est aussi un feu de paille. Et on est dans ce problème aujourd'hui de la spirale de l'énergie-complexité. C'est un des auteurs qui nous intéresse beaucoup, Joseph Tainter, qui travaille sur cette question de panne de la société thermo-industrielle qui est la nôtre et dont on voit aujourd'hui qu'elle a un double problème. Elle n'a pas seulement le problème de la pénurie des énergies fossiles, dont les premiers signaux sont identifiés même dans les rapports récents de l'Agence internationale de l'énergie, qui attestent le fait que les plus grands puits matures de la planète, les grands puits arabes par exemple, ont passé leur pic, sont en train de moins fournir. Bon, c'est une parenthèse. Donc ça, le fait qu'on ait passé le pic du brut, par exemple, du pétrole brut conventionnel, n'est plus nié par personne. Et le deuxième problème qui peut nous arriver, c'est aussi la difficulté d'aller chercher l'énergie qui reste par le fait que ça demande beaucoup d'énergie d'aller chercher de l'énergie. C'est ce qu'on appelle le ROI en anglais, Energy Return on Energy Invested, c'est le taux d'énergie nette, le ratio, c'est un ratio. Combien de barils, par exemple, il faut pour extraire un baril en Arctique ou en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, on fait un trou, ça sort tout seul. En Arctique, il faut un baril pour en extraire 5. En Arabie Saoudite, il faut un baril pour en extraire 20. Bref, ce problème qui n'intéresse pas beaucoup les économistes français, heureusement intéresse plus nos amis anglo-saxons qui, eux, réfléchissent à ce problème d'énergie nette et voient venir cet écueil avec un certain effroi quand même, parce que c'est pas parce qu'il va rester du pétrole de schiste dans les roches-mères ou du pétrole polaire, par exemple, du pétrole de schiste en Orénoque par exemple, ou du pétrole polaire en Arctique, qu'on va arriver à le récupérer. Parce que les conditions d'extraction sont telles que c'est un défi énergétique et ça demande beaucoup d'énergie, ça demande aussi un environnement très sophistiqué, un environnement industriel
très performant. Donc tout ça est lié. On est dans la matrice d'une société très technique qui fonctionne bien, mais dont il faut imaginer ce qu'elle deviendra si elle n'est plus sous haut métabolisme énergétique. Donc ça, c'est une question qu'on veut investir grâce au concept d'anthropocène. C'est pas seulement aborder l'anthropocène comme une catégorie géologique, donc le nom d'une nouvelle ère, mais aussi comme une catégorie politique. Donc comment créer des outils politiques pour gérer l'accélération. Et puis troisièmement, comment gérer la descente énergétique du monde. Ça, c'est une entrée aussi qui est liée à la décroissance et qui est aussi l'image, qui convoque l'image d'une société qui sera probablement très différente de la nôtre, qui ne sera pas dans la continuité de la nôtre, qui nécessitera des nouvelles représentations et puis aussi des formes de résilience. Hein, ça, les villes en transition l'ont bien compris. Comment on fait pour ralentir? Qu'est-ce qu'on va manger? Comment réguler la démographie en fonction des calories disponibles, comment relocaliser une partie des circuits de l'économie et des calories, puisque l'input calorique aujourd'hui il est largement dopé par les calories du pétrole, mais demain, est-ce qu'on faudra faire avec la photosynthèse, d'où l'intérêt de la permaculture, qui est une pratique qui nous vient d'Australie et qui est une technique et une vision du monde à la fois, hein, une technique d'optimisation de la photosynthèse agricole et aussi une vision holistique qui relie justement, Britt, les affects avec la politique, avec la vie dans une collectivité, avec un territoire, avec le design d'une ville, d'un quartier ou d'un paysage, des concepts qu'on ne connaît pas du tout ici, mais qui sont très intéressants parce qu'ils décloisonnent justement tous les modes d'existence. Hein. Voilà, donc ça c'est une piste aussi pour penser la descente énergétique. Donc l'anthropocène, au bout du compte, c'est une question anthropologique. Voilà, j'imagine que Fabrice, lui, développera l'aspect éthique que posent toutes ces questions. Moi, je me contente de me brosser ce paysage et cette introduction. Je voudrais donner un exemple concret de pensée de l'anthropocène qui se passe à Totnes en Angleterre. Je veux dire, on a toujours besoin, même si c'est dans le futur, on a besoin d'exemples concrets qui se passent dans le présent. Et là, ils sont en train de penser le futur et prendre toutes les mesures nécessaires pour cette éventualité qui nous pend au nez. Donc, si vous pouvez venir là-dessus peut-être. C'est vrai que Totnes, donc, qui est dans le sud de l'Angleterre, une petite ville de 12 000 habitants, sert de référence aux villes en transition grâce à Rob Hopkins, qui est d'ailleurs permaculteur à l'origine, qui est irlandais, enfin en tout cas il était enseignant en permaculture en Irlande. En Irlande, il a rencontré un géologue à la retraite qui lui a parlé de pics pétroliers, Colin Campbell. Et ces deux hommes, en buvant des pintes de Guinness à Kinsale, ont eu un véritable coup de foudre, peut-être pas, mais en tout cas une révélation sur la nécessité d'inventer des trajectoires de descente énergétique créative, puisque la permaculture se définit comme une pratique de descente énergétique créative. Ça, c'est pour ce qui concerne Rob Hopkins. Et quant à Colin Campbell, il a
fait comprendre à Rob Hopkins que cette descente énergétique créative allait s'avérer tout à fait utile en période de pic pétrolier, puisque Colin Campbell, donc géologue à la retraite, fait partie des fondateurs de l'association d'études des pics pétroliers et gaziers, Association for the Study of Peak Oil and Gas, ASPO, qui est donc un réseau de géologues, de spécialistes et d'experts plus ou moins indépendants qui ont fondé cette association qui a permis à des gens comme Yves Cochet, par exemple, de véhiculer en France le fait que le pic pétrolier était une réalité. Mais bon, l'ASPO, ce sont des lanceurs d'alerte, si vous voulez. Demain, là, cette histoire de pic pétrolier sera un lieu commun. Aujourd'hui, ça l'est presque. Il y a 5 ans, c'était un scandale de parler de pic pétrolier. Toujours est-il que notre ami Rob Hopkins, qui avait une quarantaine d'années à l'époque, aujourd'hui il a une cinquantaine d'années, est allé dans la ville de Totnes avec cette idée qu'il fallait inventer une transition dès aujourd'hui pour se préparer à l'après-pétrole, parce que sinon on allait se prendre cette rupture civilisationnelle dans la figure sans être prêt. Donc il a proposé à quelques milliers d'habitants, je ne sais pas exactement combien de personnes sont impliquées à Totnes dans ce plan de descente énergétique créative qui est le plan de transition de Totnes et qui est élaboré par les habitants eux-mêmes en dehors de la municipalité elle-même qui n'intervient qu'à la fin du processus, mais pas à l'origine, puisque vous savez que les initiatives de transition sont des initiatives émergentes, auto-organisées, elles passent beaucoup par le dialogue, on se met en cercle, on ne se met jamais comme on est ce soir, là c'est pas du tout transition, l'esprit là de moi je parle dans un micro et vous êtes en face. Non, on devrait être tous assis en cercle et on devrait presque se tenir par la main, en tout cas au début, on devrait se connaître en se parlant chacun à son voisin avant de commencer la conférence, déjà pour avoir une sensation affective justement des personnes qui nous entourent. Voilà, je connais un peu Fabrice, mais Brit, on n'a pas fait ce rituel de rencontre. Et tu parlais d'affect, c'est ça qui est intéressant dans les villes en transition, c'est les affects, c'est-à-dire on ne peut pas créer des communautés résilientes si on ne connaît pas son voisin, si on parle à personne, si on n'exprime pas ses émotions. Or, la prise de conscience de la finitude énergétique de notre monde est un véritable choc. Rob Hopkins écrit dans le manuel de transition, si vous n'avez pas des sueurs froides, si vous n'avez pas le syndrome post-pic, c'est comme ça qu'il l'appelle, c'est que vous n'avez pas encore pigé dans quelle situation nous sommes aujourd'hui. Vous n'avez pas eu ça ne vous a pas pénétré, vous êtes encore dans une forme de dissonance cognitive. Or, la dissonance cognitive est le lieu commun de nos affects aujourd'hui. C'est qu'on est dans un clivage, on est clivé, on est tous plus ou moins clivés, puisqu'on a un pied dans cette société pleine d'objets de consommation. Et on a beaucoup de mal à pratiquer ce que notre philosophe bien-aimé Günther Anders appelait l'étirement de l'imaginaire. Alors, l'intérêt des villes en transition, c'est de proposer l'étirement de l'imaginaire. Imaginez-vous dans un monde où vous n'aurez plus de voiture, où votre nourriture ne sera plus acheminée par la route, où les calories dont vous disposerez pour vous alimenter proviendront d'un bassin accessible par des barges s'il y a une rivière près de chez vous, ou en train peut-être, mais certainement pas, il n'y aura plus d'industrie agroalimentaire. Donc il va falloir être sûr de pouvoir s'approvisionner dans des conditions tout à fait différentes. Et puis l'économie sera très différente, puisque notre économie est sous perfusion pétrolière
la valeur ajoutée ne se passe pas aujourd'hui d'énergie, et il n'y a pas de croissance sans énergie bon marché. Donc demain, l'économie sera complètement différente. Donc il y a aussi cette question-là. Et puis enfin, des choses comme prendre soin des autres, les systèmes de santé beaucoup plus localisés, à quoi utiliser les dernières gouttes de pétrole intelligemment, parce que c'est un bien commun en fait, hein, le pétrole, ça devrait l'être. Donc voilà des questions qui sont posées par les villes en transition et qui sont expérimentées, en l'occurrence à Totnes, mais pas seulement, parce qu'il y a presque 1500 initiatives de transition, même plus. Il y en a beaucoup aux États-Unis, il y en a en Californie, qui a toujours été un laboratoire de plein de choses, la Californie. Il y a des villes en Californie qui s'intéressent à la permaculture, qui transforment leur gazon en paysage comestible. Hein. Eat the Lawn, c'est un mouvement qu'on trouve ici et là aux États-Unis. Il faut pouvoir manger la pelouse et pas seulement la regarder. Mais dans une ville en transition, il n'y a plus une seule pelouse. Il n'y a que des espaces comestibles en libre service. Il n'y a plus de voitures, il n'y a que des espaces dédiés au commun, hein, donc d'où l'intérêt de Parking Day, qui malheureusement n'a lieu qu'une fois par an, mais l'idée c'est de se débarrasser de l'emprise automobile, d'arracher le bitume tous ensemble dans sa rue, de faire des potagers à la place du bitume. Bon, ça c'est une utopie, mais il y a quand même des gens qui pratiquent ça dans certaines rues, même à Los Angeles. Et puis il y a des villes qui réfléchissent à l'échelle de villes. Sur la façade maritime californienne, il y a un comté qui réfléchit aussi à comment passer du business as usual à une ville complètement résiliente où toutes les highways seront remplacées par des tramways, il n'y aura plus du tout de voitures, où la façade littorale servira à du cabotage maritime par lequel seront acheminées les marchandises, où on aura anticipé la nécessité d'utiliser des énergies renouvelables sans attendre des glissements de terrain liés à la sécheresse et à l'érosion liée au changement climatique. Il faudra renforcer les collines pour pouvoir implanter du photovoltaïque, mais de manière intégrée. Enfin, il y a des villes comme ça en Californie qui imaginent le futur, non pas au dernier moment, on fiche du photovoltaïque n'importe comment dans le paysage, mais on l'insère. Et puis surtout, parce qu'en fait, le leurre de la croissance verte, Fabrice en parlera sans doute, puisqu'il connaît très bien ces leurres-là des nouvelles technologies, mais les énergies renouvelables ne sauveront pas le monde. Ça, c'est une des convictions des décroissants. La technologie non plus, même verte. Ce qui sauve le monde, encore une fois, c'est la résilience locale et ce qu'on va bouffer demain, produit par nos propres moyens, et l'eau qu'on va arriver à collecter goutte par goutte en cas de sécheresse. Et les sols qu'on va éviter d'artificialiser, chaque mètre carré compte, car qui dit sol imperméable dit réchauffement et dit qu'on ne peut plus rien planter dessus et que c'est stérile. Donc l'avenir, c'est tout bête, hein, c'est des choses, c'est les vers de terre qui vont composter les sols, c'est pas les mètres carrés de photovoltaïque made in China qui vont de toute façon être obsolètes dans 20 ans. C'est pas le gros éolien offshore hyper capitalistique d'EDF. Ce sera de la micro-éolienne sur les toits des immeubles, peut-être, oui, ça oui. Et puis ce sera optimiser la photosynthèse pour avoir des calories, pour manger et savoir vivre de manière civilisée en société pour pas se bouffer voilà. Et là, il y a des tas d'hypothèses anthropologiques. Est-ce qu'on sera solidaire ou est-ce qu'on sera agressif ou est-ce qu'on sera les deux en même temps? Est-ce qu'on vivra dans un monde empathique? Il y a des théories sur l'empathie en période
de descente énergétique, est-ce qu'on devient empathique ou pas? Je ne saurais y répondre, mais ce sont des pistes qui, par exemple, nous intéressent à l'Institut Momentum. On voudrait bien développer des réflexions sur la psychologie dans ces domaines-là. Bon, pour l'instant, on s'est contenté d'un premier livre pour poser le décor et surtout pour proposer que cette notion d'anthropocène ne soit pas seulement une notion géologique, mais une notion politique, économique et anthropologique. Oui, la politique là-dedans, justement, très important, et je m'étonne, avec ce que vous venez de dire et d'écrire, que ces expériences, 1500, c'est quand même pas rien, qu'aucun politique ne se soit saisi de ces expériences pour en faire une politique, justement. Si. Les villes en transition ne veulent pas que les politiques se saisissent d'elles, elles se veulent politiques. Et là aussi, il faut peut-être arrêter de se penser hors du politique. On est tous dans la politique, on est tous dans la cité, et tout est politique. Mais après, les politiques, je suis d'accord, on est bien d'accord, le discours dominant, la matrice mentale, c'est la croissance, le PIB, la continuité du modèle. Voilà, il faut changer de lunettes. Et oui, voilà. Et la résistance vient des marges, vient des minorités actives. La créativité vient des minorités actives. Voilà. Oui, vous avez mentionné un livre que Fabrice Lupeaud vous avez écrit. C'est effectivement « Doit-on avoir peur ?» Non. « Doit-on croire aux vertus d'éthique verte, d'éthique des technologies, de l'informatique et de la communication verte ?» Encore un espoir déçu. Bon, je vous donne la parole. Et voilà, vous avez 20 minutes à peu près. D'accord, sans être trop long. Bon, c'est vrai que moi je ne suis pas hyper emballé par le mot anthropocène pour toutes sortes de raisons. Déjà, comme disait quelqu'un dans la salle, c'est vrai qu'anthropo, dire que c'est la faute, enfin c'est l'homme qui provoque c'est la faute, la nouvelle période, les faits, c'est un peu réducteur parce qu'en fait c'est quelques hommes, enfin, disons une partie de l'humanité, c'est pas l'entièreté de l'humanité, donc c'est vrai que les naturalistes ont souvent tendance à globaliser en disant que tous les humains peuvent porter l'étiquette d'humain. C'est vrai qu'au niveau politique, géopolitique, l'humanité ne représente pas une communauté. Donc, bon, il y a une difficulté à ce point de vue-là. Il y a une difficulté aussi qui est que l'anthropocène permet autant le récit technophile que le récit technocritique, je dirais. C'est-à-dire que l'anthropocène peut être revendiqué comme étant le symptôme disons le témoignage plutôt le plus évident du triomphe de l'humanité par ceux qui sont les partisans de la géo-ingénierie, des technologies d'information, des nanotechnologies, des biotechnologies et j'en passe. Puisque réussir, hein, c'est un peu ça, c'est réussir à modifier la planète donc à l'échelle planétaire, c'est ce que ça veut dire, c'est bien la preuve que nous sommes devenus extraordinairement puissants. Nous, comme si on contrôlait quelque chose, mais enfin, voilà, ça peut être repris dans ce sens-là, et c'est repris dans ce sens-là. Donc il y a plusieurs récits de l'anthropocène. Je suis assez d'accord avec l'idée que ça montre une certaine énormité, disons, des effets additionnés de tout un tas de petites actions, de technologies, voilà. Mais je reste un petit peu prudent par rapport à l'usage de ce terme. C'est un peu le problème de la sémantique, c'est-à-dire que si ce terme peut arriver à jouer le rôle de prise de conscience, par cette dimension d'énormité, tant mieux. Comme d'autres termes ont pu avoir cet effet-là à d'autres moments, tant mieux. Après, on verra bien ce qu'on peut en faire. Alors sur le fond, moi j'interprète l'anthropocène, disons, comme étant la conséquence logique d'un système de civilisation que je vais vous expliquer maintenant, dont je vais vous retracer les grandes lignes maintenant. Donc l'anthropocène, on pourrait dire que c'est une conséquence, pour faire vite, mais je vais détailler, de la modernité. Alors qu'est-ce que c'est que la modernité ?
c'est un système de civilisation qui repose sur un motif central qui a été abondamment détaillé tout autant par le libéralisme que par sa critique qui est le marxisme. Le motif central de cette civilisation, c'est l'échange, c'est ce que disait Adam Smith. Vous prenez, ou ce qu'il disait Adam Smith, ou Ricardo après lui, plus exactement, enfin je vais un petit peu les deux. Que dit Ricardo, et je pense que c'est vraiment le cœur de l'affaire. Ricardo dit il y a deux possibilités. Il y a une possibilité dans laquelle l'Angleterre fabrique du vin et du drap, toute seule, puis le Portugal aussi fabrique du vin et du drap tout seul dans son coin. Puis une autre possibilité qui est que chaque pays tire parti de ses avantages comparatifs. Donc le vin revient moins cher au Portugal puisqu'il y a du soleil, et le drap revient moins cher en Angleterre parce qu'il y a des machines. Et chaque pays tire le parti de son avantage comparatif et les pays échangent. Ils échangent donc, le Portugal, le vin échange contre du drap, et l'Angleterre échange son drap contre du vin. Et à la fin, les deux se retrouvent plus riches monétairement. Et effectivement, c'est le cas, les deux sont plus riches. Donc on a un système qui est gagnant-gagnant, donc qui repose donc sur l'échange. Avec ça, c'est la face, c'est une des faces. L'autre face, c'est la division du travail, parce que ça veut dire que dans ce cas, on se spécialise. Le Portugal se spécialise dans la fabrication du vin, et l'Angleterre se spécialise dans la fabrication du drap. Alors tout ça a l'air, disons, anecdotique peut-être, mais enfin, si on regarde la civilisation moderne telle qu'elle se développe depuis à peu près 200 ans, elle se développe presque exclusivement sur ce motif-là. C'est-à-dire que quand nous parlons de croissance, actuellement, le PIB, croissance du PIB, c'est croissance de la valeur ajoutée. Qu'est-ce que c'est que la valeur ajoutée? C'est l'augmentation de la division du travail, l'augmentation de l'échange, donc l'extension à l'infini de l'échange, que l'échange d'ailleurs soit planifié ou soit livré aux forces, à la main invisible du marché. Dans les deux cas, ça ne change pas tellement, sachant que c'est à partir du moment où l'idée c'est d'augmenter la division du travail à rendement croissant. Donc les rendements croissants, ils ne sont effectivement pas, ce que disait Agnès, obtenus par les vertus du Saint-Esprit. Les échanges croissants, ils sont obtenus, l'augmentation des rendements, ils sont obtenus à partir d'un certain... Il y a une partie qui vient de l'organisation, évidemment. Quand on est organisé, on est plus productif que quand on est désorganisé. Ou en tout cas, quand on est organisé de telle manière à ce que le but ne soit pas l'augmentation du rendement, il y a effectivement des gains qui sont possibles de ce point de vue-là. Mais le plus gros des gains aujourd'hui, enfin, une condition nécessaire en tout cas à ces gains de productivité, c'est la disponibilité d'une énergie avec des propriétés tout à fait spécifiques telles que le pétrole, parce que c'est cette énergie qui fait tourner les machines, y compris les machines numériques, donc les technologies de l'information, c'est aussi des machines qui consomment de l'énergie. Donc l'énergie travaille pour nous, en quelque sorte. L'énergie permet de fabriquer, donc l'énergie, donc les robots, tout ce qui tourne avec de l'énergie fonctionne pour nous, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est ce qui fait baisser le coût de tous les produits, c'est ce qui fait qu'on peut fabriquer des automobiles à coût relativement bas. Quand vous écoutez aujourd'hui la politique de relance de la croissance, parce que tout le monde veut la relance de la croissance, une des idées, c'est de robotiser beaucoup plus la France, puisqu'on serait, paraît-il, en retard énormément sur l'Allemagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire chercher des gains de productivité. Donc à toutes les solutions, à tous les problèmes, plutôt une seule solution, les gains de productivité. Et donc d'un côté, la version libérale, c'est le laissons faire marcher, laissons passer les capitaux. Les capitaux, donc Marx a très bien décrit comment fonctionne le marché. Laissons faire, laissons passer les capitaux vont se trouver à s'investir là où c'est le plus rentable, et là où c'est le plus rentable, c'est là où quand j'investis, au bout d'un certain temps, je peux retirer un profit qui est supérieur à ce que j'ai investi. Et si c'est supérieur, c'est parce que j'ai produit plus, j'ai revendu à un coût supérieur, je passe le détail, voilà. Donc dans la vision de Marx, le marché s'étend jusqu'à l'échelle mondiale. Quelque part, on n'y est pas encore, mais on s'en rapproche. C'est à l'échelle mondiale, c'est-à-dire que toute personne est intégrée dans le marché mondial. 100% des gens sont intégrés dans le marché mondial. La division du travail va jusqu'au bout de ce qu'elle peut aller. C'est-à-dire que
toute personne est intégrée dans une gigantesque division du travail, une gigantesque méga-machine, d'une certaine manière. Chacun est devenu une fonction dans une gigantesque méga-machine. Et dans l'idée, alors c'est là où ça a déconné, dans la critique marxiste, c'est que Marx a très bien dit qu'il y avait à l'intérieur de cette machine des inégalités dans les rapports de force, et qu'effectivement celui qui n'est pas propriétaire des moyens de production se trouve dépossédé par celui qui est propriétaire des moyens de production, donc le capitaliste dépossède le travailleur. Ce qui n'a pas marché, c'est que d'après Marx, les capitalistes allaient se racheter les uns les autres, petit à petit, fusionner. Donc un capitaliste en rachète l'autre, ce qui marche toujours encore aujourd'hui, sauf que maintenant le terme du processus de rachat s'est éloigné considérablement par rapport à ce qui pouvait apparaître à la fin du 19e ou début du 20e. Mais l'idée, fin 19e, début 20e, c'était que les capitalistes se rachètent les uns les autres jusqu'à la fin. À la fin, il ne reste plus qu'un seul capitaliste. Et donc les ouvriers peuvent récupérer ce qu'ils ont fabriqué et dont ils ont été dépossédés par les capitalistes. Donc ça s'appelle la révolution, et c'est la fin du capitalisme, c'est le socialisme. Donc ça n'a pas exactement fonctionné comme prévu pour tout un tas de raisons. En tout cas, ce qu'il est important, je pense, de remarquer par rapport au problème qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que le marxisme, d'une manière générale, n'a pas été un grand critique de la croissance, et pour cause, puisque la bourgeoisie, donc le capitalisme, était perçu comme une force révolutionnaire qui permettait de sortir du Moyen-Âge, de la féodalité, de tout ce qui était non moderne et qui, par définition, en tout cas chez Marx, était rétrograde, réactionnaire, enfin, il fallait sortir de cette situation-là. Voilà, donc on arrive dans une situation où finalement, gauche et droite, d'une certaine manière, sont pour la croissance. On le voit encore aujourd'hui, quand si vous avez suivi les négociations, enfin les discussions sur la transition énergétique, dernièrement, vous avez pu voir que les grands syndicats, la plupart des grands syndicats s'alignent sur le MEDEF dès lors qu'il s'agit de faire des choix en matière de politique énergétique. Donc la CGT, c'est pro-nucléaire, pro-gaz de schiste, pro-pétrole, éventuellement pro-renouvelable, mais s'il reste de l'argent, on imagine bien qu'il n'en restera pas. Donc c'est pas des forces sociales qui sont, disons, à la hauteur du problème. Alors, il faut compléter quand même tout ça pour comprendre pourquoi on ne sait rien, parce que tu disais, Agnès, pourquoi est-ce qu'en 2004, l'Agence internationale de l'énergie disait que le baril de pétrole serait à 30 $ en 2030, et pourquoi en 2008, elle nous dit que finalement, on a passé le pic de pétrole en 2006. C'est quand même extraordinaire. 2 ans après, ils disent complètement, 4 ans après, ils reconnaissent que quand ils écrivaient leur rapport en 2004, ils étaient en train d'écrire des gigantesques conneries. Bon, comment est-ce que c'est possible ça? Alors, il y a des questions, je dirais, diplomatiques, il faut connaître la diplomatie du pétrole dans le détail pour savoir pourquoi ça se passe comme ça, mais il y a un problème plus fondamental qui n'a pas été décrit par Marx et qui a été évoqué un petit peu par Britt au début, qui est cette question du fétiche de la marchandise. Alors, on ne pouvait pas non plus demander à Marx de tout inventer, parce qu'à l'époque de Marx, quand Marx écrit la classe ouvrière est très, très minoritaire, la France est surtout paysanne, et puis ce que le capitalisme fabrique, c'est des objets fabriqués pour les riches. Donc là, la classe ouvrière n'est pas véritablement à ce moment-là dépendante du capitalisme. Elle vit en grande partie par des moyens qui sont dépendants de ses propres forces et non pas dépendants du capitalisme. Mais dans les années 60, disons 50-60, on peut discuter sur la datation, ça dépend en plus des pays, des continents, de la vitesse de développement de l'industrie. En tout cas, chez nous, dans les années 50-60, en France, on passe à une autre phase dans laquelle tout ce que nous utilisons au quotidien dépend entièrement du système. Donc les besoins eux-mêmes sont fabriqués par le système. Et c'est ce qu'on montre notamment dans le bouquin sur les TIC vertes. Dans les années 90, personne n'avait besoin de téléphone portable. Et les vendeurs de téléphones portables le savaient très bien. Ils savaient très bien qu'ils auraient des résistances à vaincre pour faire que les gens aient envie d'un téléphone portable. Bon, vous voyez où nous en sommes aujourd'hui. Nous avons l'impression, enfin en tout cas pour une bonne partie d'entre nous, peut-être pas la majorité ce soir, puisque si vous êtes venus sur ce thème-là, c'est que ça vous intéresse, vous êtes déjà sur les marges. Mais si on regarde si on va à la FNAC le samedi, si on va dans des endroits comme ça, dans les grands supermarchés ou dans les grands centres commerciaux,
ou dans le métro, ou bon voilà, on voit que la dépendance au téléphone portable est massive. Ça s'est produit en un peu moins de 20 ans. Ça a été orchestré, hein, c'est-à-dire que si vous regardez les manuels de marketing, bon, tout ça est organisé. Si l'industrie de la publicité dépense l'équivalent, enfin à peu près autant à l'échelle mondiale que les dépenses militaires, il faut quand même penser qu'il y a une certaine efficacité. Alors quelle est l'efficacité de la publicité, disons, du conditionnement des désirs? Ce que Marx n'a pas développé. Quelle est l'efficacité? L'efficacité, ça sert aussi, ce que je vous expliquais, c'est fondé sur Sartre, et ça sert aussi pour comprendre ce que disait Agnès à propos de comment fonctionnent les mouvements de la transition. Alors ce qu'il faut faire là, justement, un petit coup d'anthropologie. Ce que dit Sartre, hein, il prend un exemple, ça sera plus simple. Sartre dit que nous vivons en gros sous deux modes. Il y a le mode de type groupe, dans lequel on échange, il y a de la réciprocité. Donc là, en ce moment, on n'est pas sur le mode de groupe, puisqu'il n'y a que moi qui parle. Et puis, donc ça c'est toutes des habitudes qu'on peut avoir et pour lesquelles on n'a pas besoin de discuter. L'exemple qu'il prend lui, c'est pas une conférence, c'est une file d'arrêt, un arrêt de bus. Quand vous attendez le bus, ou quand vous... Alors le métro c'est moins vrai, mais quand vous attendez le bus, comme il y a une seule porte, s'il y a beaucoup de gens, il se forme une file. Personne ne va discuter sur l'ordre de la file. On est d'accord sur comment c'est une file de bus, premier arrivé, premier servi, s'il y a une femme enceinte, on laisse passer. Bon, il y a un certain nombre de règles comme ça qui sont vécues sous le mode de la sérialité. Qu'est-ce que ça veut dire sur le mode de la sérialité? Ça veut dire que peu importe que ce soit vous ou quelqu'un d'autre qui soit là, l'ordre matériel, physique, de déplacement des corps va être le même. D'accord? Donc le flux, si vous voulez, de déplacement des corps va être le même. Le flux physique, le flux de déplacement. Donc ça correspond chez nous à des habitudes, on pourrait dire des inerties matérielles. Donc ça vaut, pour ce qui vaut pour la file de bus, vaut pour l'utilisation de la voiture, pour la fabrication des maisons, pour tout. Hein, c'est-à-dire que pour fabriquer les maisons, dans les années 70, dans les 60 plutôt, on essayait de faire le plus vite possible, le moins cher, avec du béton, mal isolé, tout ça. Donc se sont mises en place dans les différents corps de métier des habitudes, des inerties qui correspondent à des flux de matière, donc en l'occurrence plutôt des flux de béton, plutôt que des flux d'éco-matériaux ou de flux de bottes de paille, comme on fait aujourd'hui des maisons en paille qui sont très bien isolées. Donc tout ça c'est pas ce qui s'est mis en place. Donc toutes ces inerties, tous ces modes sériels, si vous voulez, fonctionnent très largement enfin il n'y a pas tellement besoin de discuter, sinon sur les marges. Alors et ça c'est un premier mode. Il y a un deuxième mode qui est, donc je vous ai dit, le mode de la réciprocité. La réciprocité, c'est l'échange, c'est d'exprimer ce qu'on pense, c'est de demander son avis à l'autre, et en fonction de l'échange, bien souvent, on va changer ce qu'on avait prévu de faire, parce que la réciprocité, c'est aussi une dimension dans laquelle se produit de la créativité, de la nouveauté. On parlait tout à l'heure de la créativité, de la nouveauté, parce qu'on découvre les choses sous un nouvel angle. Sartre donne un autre exemple aussi, il dit, à partir du moment où on classe les disques en fonction de leur, est-ce que c'est le premier le plus vendu ou le deuxième le plus vendu, on crée une préférence collective. Si le disque le plus vendu fait 0,00001% des ventes, c'est peut-être le cas, on n'en sait rien, c'est pas le classement qui nous le dit. Si on nous disait il fait 0,01% d'écart, on dirait c'est pas représentatif, je m'y intéresse pas. À partir du moment où c'est le disque numéro 1, ça m'intéresse pas, mais quand même, comme c'est numéro 1, ça veut dire que tout le monde est au courant, je veux pas avoir trop con, alors j'essaye au moins de l'écouter. Bon, savoir de quoi on parle, de connaître un peu la série à la mode, hein. Si c'est pas vous, de toute façon, c'est vos enfants qui vont vous dire que si vous n'êtes pas au courant, vous êtes ringard et tout. Voilà, donc c'est ça qui est utilisé par la publicité, voilà. La publicité va jouer sur les sérialités pour essayer de les déplacer à votre insu, ce que Sartre appelle l'extéro-conditionnement et que Gortz va reprendre. Donc le conditionnement, il se fait par l'extérieur. Il est très important dans ce système-là que les consommateurs soient isolés. Parce que le grand ennemi, c'est la réciprocité. Parce que si les gens discutaient, les gens peut-être s'apercevraient qu'ils sont d'accord entre eux pour se dire que c'est de la merde, ils ne l'achèteraient pas, ça ne se vendrait pas. Donc il ne faut surtout pas qu'ils discutent entre eux. Il ne faut surtout pas qu'ils soient propriétaires de leurs désirs. C'est-à-dire que les désirs sont suggérés par le milieu. Le désir, il est façonné en fait, c'est pas parce qu'on aime les téléphones portables au début qu'on achète un téléphone portable.
C'est parce que, alors c'est pas d'actualité, mais parce que je me trompe peut-être, mais c'est parce que tel basketteur a le téléphone portable. Et comme je m'identifie au basketteur, je vais acheter le téléphone portable du basketteur. Donc c'est là-dessus que vont jouer les vendeurs, sur des phénomènes d'identification. Ils vont créer des séries, mais pas des séries qui sont librement appropriées, je dirais, hein, parce que celui qui s'identifie à, je sais pas, Michael Jordan ou Zinedine Zidane, il a peut-être envie d'être bon en foot, il a peut-être ce qu'il aime, c'est le modèle de réussite. Qu'est-ce qu'il aime vraiment? Finalement, ce qu'il aime vraiment, va lui expliquer la pub, c'est d'avoir un t-shirt Zinedine Zidane qui est vendu une somme astronomique par le club de foot qui emploie Zinedine Zidane. Donc les désirs, ils vont être infléchis, ils ne sont pas complètement faux, mais ils sont infléchis dans un sens où le système marchand va profiter des désirs qui sont déjà là. Alors comment ils savent qu'ils sont déjà là? Je vous dis, ils dépensent des milliards de publicités. Dans les milliards de publicités, il y a aussi les études marketing. Et les études marketing, c'est pour savoir ce que vous voulez vraiment, alors que vous-même, vous ne savez pas. Donc le système vous connaît mieux que vous-même ne vous connaissez. Donc il lui est facile de manipuler les désirs de manière toujours latérale. Hein. C'est pas une manipulation de front. Donc ça, Marx ne l'a pas pensé. Donc ça explique pourquoi on n'est jamais au courant du pic de pétrole, parce qu'évidemment, si on était au courant, on ne serait pas à en parler là, de manière confidentielle, dans une petite salle, le mairie du 2e. On ne serait pas à regarder la télé le soir à TF1, au TF1 on nous dit que tout va bien, ne vous inquiétez pas, la géo-ingénierie va nous sauver. Quand on invite un spécialiste de l'énergie à TF1, on invite par exemple comment il s'appelle, Jean-Marie Chevalier, c'est ça? Jean-Marie Chevalier, directeur du centre de ressources, de matières premières à Paris-Dauphine, un truc, voilà, ça pose quelqu'un, qui va nous dire que, vous inquiétez pas, les pétroles, il y en a, puis il n'y en a plus les gaz de schiste, puis s'il n'y en a plus les sables bitumineux, donc il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Moi j'ai entendu l'autre jour à France Inter, le même Jean-Marie Chevalier, qui parlait justement de ce que Total est parti de Pologne, en disant que zut, il n'y a pas de gaz de schiste. Le même Jean-Marie Chevalier nous avait expliqué que, on n'en sait rien sur les réserves de Pologne, mais quand même, c'est l'Agence internationale de l'énergie, comme référence, bien les plus gros noms et tout, nous dit qu'il y a quand même peut-être pour 200 à 250 ans, j'ai retrouvé la citation, 200 à 250 ans de consommation, d'années de consommation. Donc on ne sait pas, mais c'est juste énormissime. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, Jean-Marie Chevalier, responsable du grand centre de machin truc, ils se disent, on fait confiance aux gens qui sont compétents, il a l'air compétent. Bon voilà, en fait c'est n'importe quoi. En Pologne, il n'y a rien, probablement qu'en France, il n'y a rien non plus. Donc les 200 à 250 ans, ça n'existe pas, voilà, il doit bien en fumer. Voilà. Mais on invite Jean-Marie Chevalier. On ne va pas inviter, alors si on va inviter Jean-Marc Jancovici qui nous parle du pic de pétrole, on va l'inviter, mais pour dire que les renouvelables c'est de la merde. Voilà. On l'invite, certes, mais juste pour dire que le potentiel, juste pour dire d'énormes conneries sur les renouvelables. Voilà. Donc les invitations d'experts sont, vous voyez, sélectives. Donc ça vous explique pourquoi on ne sait pas, on a après des difficultés, disons, à recontextualiser toutes ces informations, parce que tout ça c'est diffus. Dans les études qu'on a faites, nous, sur les TIC vertes, il ne faut pas que je sois trop long, oui, c'est ça. Sur les TIC vertes, on voit que les gens ne font pas le lien entre toutes ces informations-là. Rien n'est fait pour, donc c'est pas surprenant. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour changer? La dernière question. Alors la peur, la joie, la bonne humeur, je ne sais pas, j'aurais tendance à dire que justement à la lumière de la psychologie, et notamment de la psychologie des minorités actives, il n'y a pas véritablement de recette pour dire qu'est-ce qui fait que telle ou telle chose va toucher quelqu'un. C'est pour ça que je dis l'anthropocène, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. La décroissance, à un moment, c'était un bon slogan, et je pense que c'est toujours une très bonne problématique philosophique. Par contre, au niveau du slogan, c'est moins fort qu'avant. C'est normal, les slogans s'usent. C'était prévisible. Il faudra trouver d'autres slogans pour toucher. Alors, c'est pas le pétrole, ça va être Home, le film de... Comment ça s'appelle? Voilà, Lina Bertrand. Ça va être L'île aux fleurs, un petit film qu'on trouve sur Internet sur le déchet, qui est à mon avis assez percutant aussi, mais il n'y a pas de... Ça va être un proche qui est mort d'un cancer, ça va être un proche qui est passé à la permaculture, ça va être une rencontre, ça va être... Je pense qu'il n'y a pas véritablement une manière
disons, qui se produise un déclic où on se dit finalement, je connais mon inertie, parce que vous avez remarqué, je l'ai dit tout à l'heure, les comportements sériels, c'est une certaine inertie. Donc pour changer, pour basculer d'une inertie, enfin sortir de son inertie, il faut un choc, quelque part, hein, il faut une rencontre, voilà. Le pic de pétrole, ce que tu dis, il faut un choc. Ce choc-là va nous faire dévier de notre inertie vers d'autres inerties. Parce que, je vous dis, la sérialité, c'est pas quelque chose qui est nécessairement à abolir. Simplement, on va mettre en place d'autres formes d'inertie. Avec d'autres, donc c'est les minorités actives, souvent, enfin, les personnes qui dévient, vont aller dans d'autres réseaux pour rencontrer tout un tas d'autres personnes qui, elles aussi, ont dévié. Alors, plus on dévie, plus on est content de dévier, parce que plus on réduit notamment la dissonance cognitive, mais ce qu'on n'aime pas aussi, c'est se retrouver face à un mur. Hein. On n'aime pas, ça génère de l'anxiété, ça génère de l'angoisse. À partir du moment où on a intégré le pic de pétrole, le climat, tout ça, se fait une nécessité d'agir pour ne pas être trop en décalage avec ce qu'on pense, donc réduire cette fameuse dissonance cognitive. Donc on va mettre en place des priorités différentes, et quand on s'aperçoit, quand on regarde où on peut agir, il y a la voie longue. La voie longue, c'est militer dans un parti politique et se dire qu'un jour on prendra le pouvoir. Il faut avoir du souffle. Et puis, il y a la voie courte, et la voie courte, c'est plutôt d'agir ici et maintenant, mettre en place un jardin partagé, enfin tout ce que tu as dit, les villes en transition. Alors la voie courte, c'est aussi une histoire de réalisme. Pourquoi? Parce que quand on regarde qui a de la prise sur le pétrole, c'est l'État, et encore, prise sur le pétrole, pas beaucoup. Hein. Sur le nucléaire, pas beaucoup, hein. Enfin, c'est l'État, et encore, pas beaucoup de prise. Donc tout ce qui est collectivité territoriale, municipalité, communauté de communes et tout, leur seul levier pour agir sur l'énergie, c'est les énergies renouvelables, c'est l'isolation, c'est réorganiser leur mode de vie, sinon elles vont être complètement dépendantes de l'État et de ce que fait l'État. Donc à partir du moment où on veut faire face, comme tu dis, se réapproprier la chose et se dire que dans l'avenir il va se passer ceci, cela, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça, on a des leviers ou on n'en a pas. Hein. Comme disait Épictète, il y a ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Au niveau local, la production de pétrole, ça ne dépend pas de nous. On ne peut rien faire sur la production de pétrole. Par contre, sur la consommation de pétrole, on peut agir. Donc on va délimiter les sujets sur lesquels on peut agir en fonction des leviers dont on dispose. C'est tout bête, mais c'est important. Et ça conduit évidemment à regarder les délégations de pouvoir, je m'arrête là, d'une manière assez différente, et notamment se dire que, effectivement, le pouvoir est partout, hein, puisque, pourquoi le pouvoir est partout? Quand on essaye de mettre en place des projets à l'échelle locale, on voit bien que ça ne dépend pas uniquement de l'élu. Yves Cochet, notamment, mais il n'y a pas que lui, ministre, n'a pas réorienté massivement la société. Pourquoi? Parce que le pouvoir, il n'est pas uniquement au ministère. Il y aurait eu 35 Yves Cochet au ministère en 90, au ministère avec un S, en 97, il n'y aurait pas eu non plus de réorientation massive du pays. Pourquoi? Parce que l'État, c'est une... Pensez aux sérialités, aux inerties dont je vous ai parlé. L'État va peut-être arriver à faire passer une réglementation ou quelque chose comme ça, mais est-ce que c'est lui qui va décréter, allez hop, tous les plombiers maintenant sont compétents en panneaux solaires? Non. Il faut le temps de refaire toutes les filières industrielles, il faut... Tout ça, ça prend du temps, c'est l'inertie, je reviens toujours là-dessus, donc capacité à se projeter dans le temps long, à voir dans le temps où mène tel ou tel type d'action, voir si on va plutôt s'enfermer dans une trajectoire technologique ou est-ce qu'on va plutôt au contraire se donner des éléments, des marges de manœuvre dans l'avenir. Donc dans ce cas-là, le pouvoir est partout et l'État justement n'est pas partout, et c'est juste une question de réalisme de s'en apercevoir. Voilà, je n'ai pas trop dit grand-chose sur la modernité, mais je pourrais détailler si vous le souhaitez. Je vous remercie. Non, je vais accélérer un peu parce que Agnès doit partir à 9h, donc il ne reste pas beaucoup de temps pour le débat. Donc, est-ce que vous voulez rebondir sur ce que vient de dire Fabrice? Sinon, vous pouvez poser des questions. Je commence par rappeler le livre sur la décroissance de Fabrice Flippo, et je trouve que ce livre, c'est pas lui seul qui l'a écrit, mais collectivement, il a été écrit sur la base de débats comme celui-ci, avec des questions qui sont revenues le plus souvent, qui a servi de trame, justement,
à ce livre sur la décroissance. Alors, je cite juste quelques-unes des questions qui m'ont frappé, qui sont revenues donc le plus souvent. La décroissance, privation ou joie de vivre? Peut-être vous la posez aussi. La décroissance, c'est la récession et le chômage, bien sûr, ça c'est la première préoccupation. D'ailleurs, c'était déjà avec Dominique Méda, qui est spécialiste du travail, c'était la question. Et elle a pu développer une pensée justement qui va vers la croissance, mais la croissance ou le développement d'autres jobs, d'autres services, des services qui ne sont pas consommateurs d'énergie. Le care, par exemple, ou ce qu'on fait ici, penser, parce que penser aussi peut être productif à long terme. À court terme d'ailleurs, hein, on va voir tout à l'heure. La décroissance n'implique-t-elle pas une vision dirigiste ou autoritaire de la politique? Une troisième question, encore une. Ah oui, celle-là, elle m'intéresse aussi, peut-être un peu à expliquer pourquoi. Enfin, moi, je crois avoir compris, après tout ça, toute cette lecture de quelques centaines de pages, pourquoi le développement durable a complètement échoué, est une vaste fumisterie pour vous. Ça, c'est une des questions aussi qui ont été posées dans ce livre. Il y a deux raisons en fait. Hein. Il y a une première raison qui est, je dirais, rhétorique, au sens où à un certain moment, le développement durable a pu apparaître comme étant porteur d'une rupture avec le développement non durable. Si on parlait de développement durable, c'est bien que le développement n'était pas durable, donc ça posait la question de la durabilité du développement. Ça, c'est une question peut-être c'est l'aspect le plus superficiel de la chose. Et l'aspect le plus profond, c'est que, alors là on revient sur la modernité, c'est que nous pensons, enfin, avant de dire nous pensons, il y a eu un ouvrage, vous allez comprendre tout de suite, il y a eu un ouvrage qui a été fait par les agences de l'ONU pour essayer de recenser toutes les théories du développement et voir quelles étaient les différentes variantes qui existaient autour des théories du développement. Bon, il s'avère que toutes, c'est pas surprenant, toutes sont axées autour de la croissance économique. C'est-à-dire que, donc c'est une critique un peu de fond du coup, c'est de dire que le développement durable finalement c'était un oxymore. C'était un oxymore au sens où faire durer le développement à partir du moment où le développement c'est la croissance infinie, c'était une espèce de mission impossible. Il fallait sortir du développement, il fallait changer de mot ou parler de buen vivre ou quelque chose d'autre, mais en tout cas ne plus parler du tout de développement. Alors sur le deuxième point, je dirais philosophiquement, il y a encore un débat quand même, au sens où on peut se dire aussi que la modernité, elle s'est dit que finalement être vraiment humain, c'est être dans ce que je vous ai dit depuis le début, à savoir être dans la division du travail, être dans l'échange ou des choses comme ça. Vous regardez toutes les théories qui existent, 99% en sociologie, en théorie de politique, toutes reposent sur la croissance. Hein. La croissance permet la division du travail dans la société. Donc les juges deviennent des juges spécialistes de la justice, les profs deviennent des profs spécialistes. Enfin, voilà, tout le monde se spécialise. On appelle la différenciation fonctionnelle, des fois chez Pareto ou d'autres. Bon. Donc quand on regarde même les sciences sociales reposent sur la croissance, elles ne s'en rendent pas compte évidemment, mais même les sciences sociales reposent sur la croissance et nous pensons que c'est la manière véritable d'être humain. Ceux qui sont sous-développés sont appelés à devenir développés, c'est-à-dire devenir comme nous, ce que disait Marx d'ailleurs, les pays industrialisés montrent aux pays en développement l'image de leur propre avenir. Bon, donc il s'agit, et je crois que là c'est le véritable enjeu, il s'agit de se demander comment est-ce qu'on peut être véritablement humain, faire œuvre de civilisation, toutes ces choses-là, mais plus dans le système actuel, puisque le système actuel montre toutes ses limites, et ça fait peut-être même un petit moment qu'il les montre, on va pas disons, se batailler sur la date, mais voilà, on est dans une situation où la généralisation de ce système-là est manifestement pas possible. Et donc du coup, et je m'arrête là, ce qui est intéressant de voir dans cette lecture-là, c'est que ça nous dit où sont les alliés.
Pourquoi? Parce que dans le tiers-monde, dans les pays en développement, ils n'ont pas reçu le progrès, le développement comme étant, de manière toute évidence, le progrès de l'humanité. Ils ne sont pas vus arriver les Blancs en disant ah oui, c'est génial, c'est ce qu'on voulait depuis toujours, on était des sous-hommes, on va devenir des vrais hommes. Non, depuis le début, le développement à la manière occidentale a été critiqué par les pays qui ont été notamment colonisés, mais pas que, qui ont vu tel ou tel aspect qui n'était pas universalisable. Donc tous ces gens-là qui ont encore une partie de toutes ces critiques sont des alliés par rapport à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc c'est des ressources aussi d'idées, d'où je pense aussi l'intérêt des mouvements altermondialistes, depuis que le mouvement altermondialiste a viré écolo, hein. Bon, je vais dire 2-3 mots là-dessus, mais pour le Buen Vivir en Amérique latine, où c'est très ancien dans le mouvement écolo. Dans le mouvement écolo, on s'intéresse de manière un petit peu romantique, mais il y a quand même du vrai, aux Indiens d'Amérique, voilà, de manière un peu lointaine et romantique, mais il y a quand même du vrai au sens où on va chercher des ressources en dehors de la modernité. C'est pas pour dire que les non-modernes ont tout fait bien et nous on a tout fait mal. C'est pour dire qu'il faut penser l'universel différemment. Merci pour vos interventions. Moi, j'avais une question. Suite à un échange que j'ai eu avec un économiste que vous connaissez peut-être de nom, qui s'appelle Jean-Louis Laville, et sociologue, donc, qui lui prône comme alternative au capitalisme, donc l'économie sociale et solidaire, qui a été portée par le gouvernement, qui s'est, me semble-t-il, désengagé plus ou moins ces derniers temps. Donc je voulais savoir, alors bon, dans l'échange que moi j'ai eu avec Jean-Louis Laville, il s'agit moins aujourd'hui d'une sortie claire et nette du modèle capitaliste que d'un encadrement, que d'une logique keynésienne et d'une régulation du capitalisme. Donc je voulais savoir comment est-ce que vous vous positionnez, vous, par rapport au capitalisme aujourd'hui. Est-ce que vous suggérez en tout cas une sortie claire et nette, ou une disparition, une destruction, enfin je ne sais pas, du capitalisme. Voilà, enfin quel contre-modèle finalement en termes de contre-modèle économique vous proposez, voilà. Et la pertinence de l'économie sociale et solidaire. Quelle alternative? S'il n'y en a pas d'autres aussi, il y en a trois. Bon, là, je prends le plus près. Après, c'est vous. Ouais, j'ai une question en termes de terminologie, parce que, en fait, lorsqu'on parle de croissance, derrière, il y a toujours le mot économie. Et donc, pareil, en décroissance, donc ce côté négatif de la décroissance, c'est que si on considère que d'un point de vue économique, mais on peut considérer que, par exemple, il y a une notion de croissance de l'humanité, et qui est donc où on pourrait dire que justement on s'attaque vraiment au mode de vie, et on s'attaque au fait de dire que ces modes de vie ne sont pas négatifs. Ils peuvent être très positifs par rapport au mode de vie qu'on a actuellement. Donc ça, je pense que... Et ça, je pense que c'est très important au niveau des affects. C'est ça qui peut permettre... Et on n'a pas ce discours actuellement. Bonsoir. Déjà, je vais m'excuser d'être arrivé en retard. En plus, je suis venu en voiture, donc je vais m'excuser. Mais je viens assez Je vais venir en vélo. Par contre, oui, je fais cette introduction parce que je ne sais pas si vous avez vraiment évoqué ces possibilités, ces sujets, ces prises de conscience qui sont de se dire c'est vrai qu'on peut dévier à un moment avec la septembre de personnes, etc. Mais il y a aussi peut-être une prise de conscience à prendre que, en fait, c'est vrai qu'on situe souvent le pouvoir au niveau de l'État, de la France, que ça passe à l'Europe, la mondialisation, etc. Donc des choses très loin. Mais que dans notre société de consommation, et c'est sur ça que repose notre société actuelle, nous sommes les acheteurs, et donc nous avons un pouvoir presque total de choisir ce que nous achetons, ce que nous n'achetons pas, la quantité que nous achetons. Donc je ne sais pas si ça a été évoqué précédemment, donc moi c'était
Voilà, c'est à vous. L'Anthropocène du Algérie ne concerne pas l'espèce humaine, mais au départ, c'est l'homme occidental, protestant, catholique, etc. Quoi. Bon. Et combien de temps va durer l'Anthropocène? Une ère géologique dure assez longtemps, millions d'années ou plus, dizaines ou centaines de millions d'années. L'Anthropocène, si ça dure encore 50 ou 100 ans, c'est bien le bout du monde. Enfin, c'est bien là, il ira pas plus loin. Bon. J'ai entendu, Agnès, le pétrole, un bien commun. Je crois que c'est pas possible. C'est pas vrai. D'abord, bien commun, c'est toujours une notion de possession. Et moi, je suis contre. Alors, des communs, oui. Mais le pétrole qui n'est pas renouvelable ne peut pas être un commun. Un commun pour qui? Entre qui? Encore oui? Encore oui? Oui, il y a beaucoup de mots qui n'ont pas été... On a parlé de surfroid, d'empathie. On n'a pas parlé de guerre, on n'a pas parlé de génocide. Je vais être plus soft. Quid de la croissance ou de l'impossibilité de la croissance démographique infinie? Parce que dans la croissance économique, il y a aussi la démographie. Oui, à l'Institut Momentum, je me rappelle qu'une fois vous aviez invité quelqu'un qui s'appelle Kim Pash, qui montrait que, enfin, il vantait un mode de vie finalement extrêmement primitif. J'ai vu qu'il a écrit un livre qui s'appelle L'art de la vie sauvage. Et si vraiment on prend conscience que c'est non seulement le pic de pétrole, mais c'est le pic de toutes les énergies, et aussi le pic, c'est-à-dire la fin de toutes les ressources minières. Donc il faut beaucoup plus qu'une transition, il faut un basculement, un bouleversement, changer totalement de mode de vie. Et ce qui m'a intéressé avec Kim Pash, c'était qu'il faisait allusion au fait que, par exemple, en Amérique du Nord, États-Unis, Canada, actuellement, il y a déjà 1 million de personnes qui ont choisi carrément de tout plaquer et de vivre dans un style, je dirais, paléolithique. Là, il n'y a pas longtemps, il y a un de ces exemples, c'est dans un livre d'Éric Velli qui s'appelle Rencontre hors du temps. C'était au départ une punk de 18 ans qui était à Amsterdam. Elle a décidé de vivre dans un style âge de pierre dans les montagnes rocheuses. Elle était il n'y a pas très longtemps en France, en Dordogne, pour expliquer à d'autres comment vivre avec une extrêmement faible empreinte écologique. Est-ce que c'est pas finalement seulement ces gens-là qui ont pris la pleine mesure de l'énorme changement de mode de vie à entreprendre si on veut réellement réintégrer les écosystèmes tels qu'ils sont réellement et abandonner une façon de vivre beaucoup trop dispendieuse? Est-ce que vous trouvez que c'est des exemples trop folkloriques ou est-ce que, d'une façon ou d'une autre, c'est vers ce genre de vie qu'il faudrait aller? Moi j'ai été très sensible en effet à ce livre d'Éric Velli et à ces personnes, ces trajectoires d'individus qui décident de se couper du réseau, donc off the grid, qui s'autonomisent autant que possible. Après, ils s'autonomisent de manière éclectique, me semble-t-il. Hein. La personne que tu évoques, la punk, Lynx, elle a quand même une connexion Internet dans sa yourte, mais elle est capable effectivement de vivre de manière paléolithique. Moi, ça m'inspire beaucoup d'admiration parce que ça demande quand même une certaine audace et des années, j'imagine, de pratique. Mais oui, moi, je crois que plus on est autonome
du grand réseau, de la méga-machine, plus déjà on manifeste notre résistance à cette méga-machine, et plus aussi on acquiert la possibilité de survivre à la grande panne de la méga-machine. Je trouve que ce que tu dis est tout à fait intéressant. Voilà, après, a-t-on des réponses à toutes ces immenses questions sur la démographie? Il y a beaucoup de peuples que tu connais d'ailleurs bien, Thierry, qui ont su s'auto-réguler sur le plan démographique et sans doute ont-ils su le faire parce qu'ils ne disposaient pas d'autant d'énergie que nous. Donc la question du lien entre énergie et démographie est une question qui est très peu posée alors qu'elle est réelle. Plus il y a de calories, plus il y a de démographie. Et moins il y a, moins, voilà, le monde, les ressources sont limitées, la démographie s'adapte à cette limitation des ressources pour qu'il y ait une possibilité de vie à long terme. Donc oui, cette question va nous être posée et devrait nous être posée par rapport à la descente énergétique, qui sera aussi une descente démographique, puisque les deux, encore une fois, sont liés. Ça apparaît totalement sur le tableau de l'Anthropocène, un géographe australien qui s'appelle Will Stephen a représenté les signaux de l'Anthropocène, donc un ensemble de courbes dont la démographie fait partie, des courbes à la fois qui montrent l'accélération d'un certain nombre de signaux comme le CO2, etc. J'en ai parlé tout à l'heure, mais en regard de ça, il y a aussi l'explosion démographique, l'explosion des consommations énergétiques, l'explosion du nombre de barrages construits dans le monde, du nombre de téléphones commercialisés dans le monde, etc. Tout ça va complètement ensemble, y compris la démographie. Voilà, après, il y a tellement de choses dans vos questions. Sur la négativité de la décroissance, effectivement, c'est un mot obus qui a l'avantage de ne pas être récupérable de par sa négativité. Donc ça, ce qui peut-être est la force de ce mot, c'est qu'il est irrécupérable parce que personne n'en veut. On ne fait pas carrière avec la décroissance, on fait carrière avec le développement durable. Donc ça c'est l'avantage subversif, mais l'inconvénient c'est que la représentation est négative, alors qu'effectivement ce que proposent les villes en transition, c'est une représentation pas positive et pas bisounours, parce qu'il faut d'abord traverser la conscience de la finitude énergétique de notre monde, et cette traversée est douloureuse. Mais une fois qu'on a traversé ça, on peut effectivement s'intéresser à vivre dans sa collectivité de manière humaine, donc de manière conviviale, comme disait Ivan Illich. Et dans cette voie de la décroissance, il y a aussi une convivialité qui est vitale et une autonomie qui a aussi quelque chose de noble, parce que de se réapproprier les outils, c'est aussi s'anoblir. Voilà, Fabrice, je te laisse sur l'économie solidaire et la fin du capitalisme. Sur la démographie, je voulais quand même rajouter deux, trois petites choses, à savoir que ce que l'histoire montre, c'est plutôt qu'il y a un accroissement démographique à partir du moment où il y a une perturbation d'un ordonnancement social. Quand la démographie augmente beaucoup, notamment en Occident, à partir du moment où l'industrialisation induit un déséquilibre et un bouleversement à l'intérieur de la société. Quand on regarde d'autres sociétés, c'est à peu près la même chose. Et au bout d'un moment, la société va rétablir son équilibre démographique. Donc, on ne peut pas vraiment faire de lien de cause à effet direct, sinon que, disons, tout état de perturbation perturbe aussi la régulation par les sociétés de leur propre démographie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir ? Bon, pour l'avenir, je dirais que il n'y a vraiment
pas vraiment grand-chose qui puisse être écrit complètement. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une nécessité une obligation de diminution démographique. On peut vivre tous en permaculture hyper au point, avec sans voiture, sans rien, avec 10, ou c'est ce que calculent les végétariens, ils calculent qu'on peut vivre à 20 ou 30 milliards de personnes sur Terre en étant végétarien et en optimisant la culture. Bon, donc il n'y a pas exactement de chiffres. Après, c'est vrai que les économistes du développement disent depuis très longtemps, à juste titre, que, bien entendu, ça c'est la manière économiste de voir, hein, mais c'est pas faux non plus, que pour une taille donnée du gâteau, plus on est nombreux, moins ça en fait par tête. Donc c'est aussi une variable à prendre en compte. Pendant longtemps, les économistes du développement ont expliqué qu'il fallait justement que la croissance économique soit plus forte, parce que comme la démographie progressait plus vite, finalement les gens s'appauvissaient. Et voilà. Donc, enfin, la question démographique est assez compliquée d'une manière générale. Donc je ne vais peut-être pas en dire plus que ça, sinon il y a une variable en tout cas qui est essentielle, c'est que la démographie est très largement en fonction de la capacité d'une société à se gouverner elle-même. On dit toujours, la variable clé, c'est le taux d'alphabétisation des femmes. C'est évidemment une manière un peu rapide de dire que plus une population est consciente des conséquences de ses actes collectivement, plus elle peut réguler sa démographie. Donc ça, moi, ça serait ma réponse. Alors sur le capitalisme, tout dépend ce qu'on entend par capitalisme, et une bonne partie de la discussion est là. Si on entend propriété privée des moyens de production, qui est la définition marxiste que j'ai donnée tout à l'heure, la réponse, est-ce la fin du capitalisme? Et ni oui ni non, je dirais. C'est-à-dire que tout dépend du type de propriété privée, mais il n'y a pas véritablement de raison absolue d'abolir la propriété privée. Par contre, ce qui est absolument nécessaire, enfin, prise en général, hein, par contre, ce qui est absolument nécessaire, c'est d'une part de faire un usage différent de la propriété privée, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible qu'une grande partie des propriétaires privés se servent de leur propriété pour la faire augmenter, rentabiliser et tout ça, donc ça c'est pas possible. Donc ça veut dire tous les spéculateurs, justement les propriétaires du capital, en tant qu'ils sont des investisseurs qui ne cherchent pas des buts socialement, écologiquement, tout ça, c'est pas acceptable. Donc c'est une forme quand même très forte de critique du capitalisme, mais qui n'implique pas nécessairement de prendre pour cible la propriété privée du capital. Ça tient en fait à l'ambiguïté de la définition. C'est une autre définition du capitalisme qui est l'accumulation du capital. Et celle-là, par contre, oui, elle est véritablement prise en défaut, et par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, avec les mouvements anticapitalistes, anti-propriété privée, ne sont pas véritablement toujours anti-accumulation. Donc voilà, chacun des deux mouvements va trouver que l'autre n'est pas assez anticapitaliste à son propre goût, et un petit peu trop capitaliste. Ça dépend de l'angle sous lequel on regarde en fait. Hein. L'économie sociale et solidaire, alors les écolos historiques, hein, les Verts, font toujours des yeux doux à l'économie sociale et solidaire. Malheureusement, c'est en partie un faux ami. Pourquoi? Parce que l'économie sociale et solidaire, c'est l'économie gouvernée par les travailleurs. Je fais un petit peu simple, mais bon, en gros c'est ça. Et encore une fois, elle n'a pas véritablement de raison d'être... donc elle abolit la propriété privée d'une certaine manière, mais elle n'a pas véritablement de raison d'endiguer l'accumulation. Et ni de chercher des débouchés de production qui soient plus verts, plus... bon. Et donc du coup, historiquement, si les écolos ont essayé de s'allier avec l'économie sociale et solidaire, l'économie sociale et solidaire, elle ne connaît pas un engouement, n'a jamais connu un engouement pour la production écologique. Bon, ça ne va pas de soi. Encore une fois, c'est deux aspects dont on pense qu'ils peuvent aller ensemble, parce qu'il faut effectivement... il n'y a pas que l'écologie dans la vie, dire. Il y a aussi la place des travailleurs, et tout ça c'est important pour une alternative, c'est pas un détail dans l'affaire. Mais l'économie sociale et solidaire, si elle attire, c'est aussi parce qu'on se dit, oui, mais l'économie sociale et solidaire, c'est l'économie domestiquée. C'est pas le marché livré à lui-même. Et là, c'est une bonne intuition. Effectivement, l'écologie, tout ce dont on est en train de parler, c'est de réencastrer, comme dit Polanyi,
l'économie dans la société, dans les écosystèmes, c'est vrai. Néanmoins, ce ne sont pas les mêmes mouvements qui portent les différents aspects du problème. Donc une des difficultés auxquelles on a affaire aujourd'hui, c'est que c'est de faire une synthèse ou d'articuler les différents mouvements les uns avec les autres, chacun ayant tendance à voir un petit bout du problème. Alors il y a les piquistes, donc c'est les gens qui voient le pic de pétrole et qui sont surtout axés sur le pic de pétrole, puis d'autres qui sont axés sur d'autres aspects. Hein. Je vous donne juste un petit élément aussi qui est peut-être important aussi à regarder, et qui peut être, disons, un peu déterminant, y compris d'un point de vue des théories de la catastrophe. C'est, je ne sais pas si vous avez vu un reportage sur Arte la semaine dernière, qui portait sur la sécurité de l'Internet. Parce qu'une des manières, peut-être que la raison principale qui va stopper la progression de l'Internet, c'est la sécurité. Pourquoi ? Parce que, en gros, il est possible, un hacker qui passe suffisamment de temps, d'appuyer sur un bouton et de faire tomber 200 avions d'un coup du ciel. Il est possible de faire en sorte d'arrêter tous les systèmes de refroidissement des 58 réacteurs nucléaires français d'un coup. Là, je ne vous dis pas, on est dans la merde. Pourquoi c'est possible ? Parce que tout est interconnecté. À partir du moment où c'est interconnecté, où il y a un fil, numériquement on peut passer. Il n'y a pas de... La barrière absolue, ça n'existe pas. Il y a des moyens de ralentir, mais il n'y a pas de moyen d'arrêter. Il donnait un exemple, en Allemagne, une centrale électrique et une centrale hydraulique, municipale, une régie municipale qui a demandé une boîte de hackers, c'est-à-dire pour essayer de rentrer dans mon système, puis on va voir comment vous arrivez, si vous arrivez à rentrer. En 3 jours, ils auraient pu couper l'électricité à toute la ville. Ça vous donne une idée. Et tous les systèmes, ce qu'il expliquait, c'est que tous les systèmes numériques aujourd'hui n'ont pas été conçus pour la sécurité. Donc ils sont tous faciles à casser. Mais vous voulez dire que vous militez dans ce sens ? Comment ? Vous voulez dire que vous militez dans ce sens ? Je ne milite pas, j'attire l'attention sur certains aspects J'attire l'attention sur certains aspects quand on parle de théorie des catastrophes, qui pourraient peut-être aller plus vite Alors les Américains... Vous pensez quoi ? Moi, j'ai pas véritablement d'opinion là-dessus. Moi, je pense qu'il faut déconnecter surtout. Enfin, ça serait ma principale... il ne faut pas interconnecter tout. Ça serait ma réponse comme ça, mais je ne suis pas spécialiste du problème. Il y a un virus, vous dites toujours encore, un virus fabriqué peut-être par les Israéliens, mais comme ça allait se faire, j'en sais rien, peut-être avec l'aide des Américains, peu probable, enfin, c'est peut-être, qui a mis en panne la centrale d'enrichissement des Iraniens en matériaux fissiles. Le virus a mis en panne la centrale d'enrichissement. Je ne sais pas si... Voilà. Mais justement, tu dis la fin du capitalisme, c'est la fin de la propriété privée des moyens de production, mais c'est pas seulement ça. C'est justement l'hyper-complexité de notre société qui, à un moment donné, est tellement vulnérable à ce type d'incident, voire contre-productive. Le capitalisme, dans sa forme actuelle, avec par exemple le high-frequency trading que Barack Obama n'arrive pas d'ailleurs à encadrer, parce que personne ne contrôle ça. Les transactions à la nanoseconde, personne, c'est incontrôlable. Voilà, il y a un côté comme ça, méga machine incontrôlable, qui peut aussi s'effondrer. Et ça, ce serait une forme de fin de cette forme du capitalisme, mais peut-être pas, effectivement, de la propriété privée des moyens de production. Et le deuxième point sur l'économie sociale et solidaire. La pertinence, sur la pertinence. Alors, moi, je dirais que c'est une bonne chose, mais si on se met dans une perspective de décroissance, ça ne suffit pas, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Par exemple, une des propositions phares de la décroissance, c'est de découpler le revenu de la production. C'est-à-dire, on ne gagne plus sa vie en produisant ce qu'on produit, on touche un revenu d'existence inconditionnel, ce qui a l'intérêt de découpler la production de la consommation et du revenu. Vous n'avez plus besoin de produire de la valeur ajoutée pour dégager un revenu d'existence. Donc ce revenu vous est accordé quel que soit votre niveau de vie par ailleurs, autant à Madame Bettencourt qu'à qui que ce soit dans cette société. Et ça bouleverse tout. Et ça fait qu'il n'y a pas une place pour l'économie solidaire. Toute la place, quelque part, est pour un minimum de sécurité
individuelle, chacun a un revenu. Donc ça, c'est une des propositions des décroissants. Et puis une autre proposition, c'est le rationnement de l'énergie par individu avec la gestion d'un certain quota énergétique annuel qui aurait aussi peut-être pour effet de répartir de manière équitable l'accès à l'énergie, puisqu'on sait aujourd'hui que ce sont les plus riches, les plus hauts revenus qui consomment le plus d'énergie. Mais Et ça, c'est les une plus remise bas en cause. consomment le moins. Donc, et ça dégagerait aussi, ça ferait circuler autrement la richesse. Donc, Mais c'est une remise en cause radicale du capitalisme. Il peut pas. C'est une remise en cause radicale du capitalisme. Si on voilà, regarde dans cette logique-là. deux manières de remettre en cause. Vous ne pouvez pas dire à la fois, mais le capitalisme, non. Voilà. On y est ou on n'y est plus. On n'y est plus, et ce qui remet en cause le capitalisme, c'est de sortir de la spirale production. Je parle à monsieur Flippo. Pourquoi je nuance, c'est parce que dans les milieux anticapitalistes patentés, ils ont tendance à penser que c'est pas vraiment une remise en cause du capitalisme, et voilà, bon, j'y peux rien, mais c'est ce qu'ils ont tendance à penser. Voilà, c'est pour ça que je prends des précautions, parce que d'autres vont avoir tendance, vont défendre l'idée que l'anticapitalisme, c'est d'abord la propriété collective des moyens de production. Mais voilà, ce qui est effectivement l'idée traditionnelle, quand on dit abolir le capitalisme, c'est cette idée-là qu'on a d'abord en tête historiquement, traditionnellement, et voilà, c'est cette signification-là. Et on n'a pas tellement, en premier lieu, en point de vue, la critique des besoins, la critique de l'accumulation. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette nuance-là. Alors, je voulais revenir peut-être sur le pouvoir du consommateur. J'en ai parlé, je ne sais pas à quel moment vous êtes arrivé en fait, mais je voulais juste rebondir là-dessus en disant qu'on a effectivement un petit pouvoir, pas surestimer, hein, c'est un petit pouvoir, parce que nous sommes officiellement dans des démocraties de marché, donc des systèmes politiques dans lesquels nous élisons nos représentants qui font les lois, sous lesquelles ensuite nous vivons, et nous avons le droit de vivre comme nous le souhaitons. Ça, c'est ce que dit la théorie libérale. La réalité est un petit peu différente, puisque je disais tout à l'heure que d'une part, on peut vivre comme on veut du moment qu'on consomme plus. Il faut consommer. On peut vivre comme on veut du moment qu'on achète quelque chose pour vivre comme on veut. Le quelque chose en question est limité, puisque pour des besoins de rentabilité, standardisation, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Donc en fait, en réalité, non seulement on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, on ne peut pas faire grand-chose Le but du système, c'est qu'on fasse exactement ce qui est prévu. Et le système, les vendeurs, hein, ils veulent bien, quand on regarde des études, je le disais sur les TIC verts, quand on regarde des études sur la consommation verte, les entreprises veulent bien qu'on consomme vert, mais il faut que ce soit elles-mêmes qui définissent ce que c'est que vert. Parce que si ça leur échappe, ça ne leur plaît pas du tout. Donc elles veulent bien consommer vert, mais elles veulent pouvoir définir, d'où leur mainmise sur les normes, sur tout un tas de trucs. Donc ce qu'elles n'aiment pas, c'est les gens qui n'achètent pas. Il faut que les gens achètent dans le bon sens. Alors, donc on a un pouvoir, effectivement, on a un petit pouvoir. Quand on ne consomme pas comme elles attendent, ça les énerve, donc c'est toujours bon à prendre. Mais je pense qu'il faut bien voir que ce pouvoir à l'échelle individuelle est faible et donc doit être collectivisé, c'est-à-dire que ça doit se faire dans des réseaux, au niveau, les villes en transition, ce que disait Agnès, les coopératives d'achat, ça c'est des réseaux parallèles carrément qui se montent par rapport aux réseaux dominants. Donc de toute façon, au niveau individuel, il nous appartient de prendre la décision d'être dans un réseau ou dans un autre réseau, avec ce que j'ai dit tout à l'heure, des inerties, d'habitudes, des choses comme ça. Par contre, toute institution, tout réseau est collectif. Donc, autant certains individus vont avancer des réseaux, autant d'autres vont les alimenter, et voilà, c'est des dynamiques comme ça de collectifs. Ces dynamiques collectives peuvent ou pas être appuyées par les municipalités, le pouvoir politique, donc tout ça n'est pas négligé en aucune mesure. Néanmoins, vous voyez, c'est dans les histoires de réseaux, de filières, tout ce que je suis en train de dire, de création, c'est beaucoup des histoires de la poule et de l'œuf, c'est-à-dire que ça ne peut être fait que si quelqu'un a commencé, et pour que quelqu'un commence, en général, il faut que quelque chose soit fait. Donc il y a un moment où la nouveauté émerge, et
ensuite on l'élargit d'une certaine manière, hein, on l'a fait se diffuser, les villes en transition, tous ces mouvements-là, ils aiment bien agir sur le mode de l'inclusivité, c'est-à-dire qu'ils évitent de parler de capitalisme, ils évitent les mots clivants, en fait. Et puis ils se mettent sur, bon bah finalement qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi l'action à mener aujourd'hui? Chacun sa justification. Le problème c'est qu'est-ce qu'on fait? Et viennent à ce qu'on fait ceux qui ont envie de faire comme nous, ceux qui ont envie de proposer des idées, qui enrichissent le collectif, donc avec cette idée de réciprocité. Hein. Et je pense qu'en fait, effectivement, c'est une bonne manière de faire, parce que ce qui fait changer, un des grands principes de changement, je reviens à ce qu'on disait au début, c'est l'originalité. Nous sommes tous différents, nous avons tous des idées différentes. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on soit à un niveau de compréhension et d'élaboration des solutions tel qu'on pourrait aller avec un programme politique dans lequel tout le monde se reconnaîtrait. Pourquoi? Parce que pour que tout le monde se reconnaisse, ça suppose qu'on ait mis en place des habitudes, des nouvelles séries qui correspondraient à une société alternative. Aujourd'hui, on a plutôt une profusion de petites choses qui se font un peu partout. Donc, très bien, que chacun fasse comme il le sent. Certains préfèrent avec ou sur Internet, certains préfèrent un pic de pétrole, d'autres plutôt la permaculture. Donc, voilà, il n'y a pas véritablement de raison disons, de condamner telle ou telle activité à partir du moment où on reste dans la réciprocité. C'est-à-dire, on continue de réfléchir sur tel ou tel truc. Est-ce que c'est rationnel? Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que ça parle à d'autres? D'autres vont faire telle ou telle réflexion, parce que dans le discours du pic de pétrole, donc ça c'est plutôt Yves Cochet qui dit ça, il y a un côté un peu déterministe, hein. C'est-à-dire le pic de pétrole va arriver et donc nous allons passer à la permaculture. Ben non, ça a été dit au fond, on peut aussi tous s'entretuer, il peut aussi y avoir une guerre atomique, puis il peut y avoir plein de trucs. Donc l'économie sociale et solidaire, enfin ce que porte l'économie sociale, c'est là où c'est pas un détail. C'est là où c'est pas un détail au sens où tous ces enjeux sont collectifs. Donc nous avons tous un petit bout de la solution et nous sommes tous un petit bout du problème. Donc il dépend de nous d'être, on va dire, le maillon qui fait la transition ou d'être plutôt le maillon qui bloque la transition. C'est là où on peut intervenir à ce niveau-là, en fonction de la position où on est dans la société. Hein, on peut, il serait absurde de demander à tout le monde aujourd'hui d'avoir du travail dans la transition, sachant qu'on dépend massivement des bagnoles. Bon, ça va se faire petit à petit, mais vous voyez, ça prend du temps, certains vont y aller plus vite que d'autres, certains vont... Voilà. Donc, moi, je me méfie un petit peu de tout discours qui serait un peu trop déterministe, un peu trop globalisant et un peu trop, je dirais, peut-être un peu trop... sous-estimant ce que la nouveauté a à voir avec l'originalité. C'est un petit peu un télo, ce que disait Jacques Lacan, c'est ce qui est révolutionnaire, c'est de ne pas céder sur son désir. Et effectivement, nous avons tendance à céder sur notre désir, sur ce que nous voulons vraiment, ce que je disais un peu tout à l'heure aussi, c'est-à-dire que nous avons tendance, alors pour le président de la République, ce que vous avez dit, c'est, je pense tout à fait symptomatique, c'est la bonne attitude à avoir, à savoir qu'on se dit, oui, mais Hollande, il a été élu par la majorité, ce qui n'est pas faux, hein, c'est effectivement, il a eu 51% ou quelque chose comme ça. Sauf que c'est 51% des voix de quoi qui, quand on regarde qui a réellement voté Hollande, c'est des quoi, 10% au final. Donc c'est-à-dire qu'il y a 90%, hein, le premier parti de France, c'est l'abstention. Bon, donc il faut se rendre compte qu'il y a une crise de la représentation. Pourquoi tout cela, je dis que c'est important? C'est parce que nous définissons notre désir, nous sommes des animaux sociaux, nous définissons notre désir par rapport à un vivre ensemble, à un être ensemble. Et nous faisons une idée de ce que les autres pensent au travers des représentations qui nous sont faites. Ça peut être les médias, ça peut être les votes, ça peut être... Tout ça, c'est des moyens de connaître ce que pensent les autres. Et c'est bien ce que manipulent les publicitaires et ce que manipulent les politiques. Oui, je dis là, effectivement, il y a cet aspect initiative, disons local, pour simplifier, mais il y a quand même l'aspect global, et là on ne peut pas considérer que les choses vont comme ça changer sans s'attaquer à cet aspect qui est vraiment politique, c'est-à-dire comment on fait un contre-pouvoir quelque part. Par exemple, bon, il est évident qu'actuellement, par exemple, le choix des développements technologiques,
ça ne peut pas s'inverser comme ça. Parce qu'on a besoin des nanotechnologies. Quel type de technologie on développe? Et actuellement, il y a une concentration énorme. En fait, finalement, c'est quelques individus qui définissent ce que vont devenir les nouvelles technologies. Donc là, il y a quand même un enjeu politique. Et, bon, je ne demande pas de solution, mais c'est vrai que le marxisme, bon voilà, dans l'état où il en est, socialiste, etc., mais il y a quand même un vide. Moi, je crois effectivement que les nouvelles technologies, c'est un point très sensible, parce que est-ce que la décroissance peut... enfin, consiste à... en gros, j'y crois pas non plus, hein, qu'on puisse écouter comme ça les réseaux qui sont quand même très prisés. Hein. Les réseaux des nouvelles technologies. Est-ce que la question des sciences et des techniques, des nouvelles technologies, etc., est-ce que c'est encore considéré comme un progrès par les techniques croissantes? La question, en fait, qui est, enfin, pour moi, pas centrale, mais qui revient sur le problème des technologies, c'est que beaucoup de choses, notamment au niveau technologie, en fait, sont placées sur le système avant de la confiance. C'est-à-dire que lorsqu'Internet a été créé, c'était dans un système où les gens étaient en lien les uns par rapport aux autres et tout était ouvert parce qu'on n'était pas dans une optique de hacker, de piratage, etc. Or, il y a des travers qui se sont faits au fur et à mesure par la société. La question, c'est un mot que je n'ai pas entendu, que je voulais entendre, c'était l'innovation. C'était finalement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens peuvent avoir envie d'accepter quelque chose, d'aller vers un changement qui est différent de l'invention, on est d'accord. C'est aujourd'hui, il y a plein d'inventions qui sont faites tous les jours, les personnes ont raison en disant, il y a des rouages qui arrivent, des inerties qui certes, une évolution qui avance, on ne sait pas trop vers où, mais ça va dans tous les sens, que ce soit la biotechnologie, que ce soit les systèmes justement en fait, de développement durable, donc on va parler de permaculture, tout un tas de choses, mais finalement, s'il n'y a pas, je dirais, d'ensemble, de groupes, on ne peut pas avancer vers quelque chose. Donc c'est une structure qui est définie, mais quelle innovation permet justement ça? Donc, comment la minorité devient la majorité, c'est un problème qui est assez différent vous avez parlé du marxisme. Le marxisme, c'était comment la majorité se débarrasse de la minorité. La majorité est des travailleurs, mais les capitalistes qui sont la minorité dehors. Un mouvement social qui est une minorité et qui veut devenir la majorité, elle est fondée sur un mode d'action qui est très différent du mouvement marxiste. Là, il faut que la minorité, bon là j'ai pas le temps de développer, mais un des moyens d'action qu'a la minorité, c'est précisément d'incarner le changement. À partir du moment où, parce qu'on peut réfléchir beaucoup dans sa tête, mais à partir du moment où on pose des actes, les actes se voient dans l'espace public. Agnès parlait de psychologie, il y a tout un tas d'études qui ont été faites là-dessus. À partir du moment où on pose des actes dans l'espace public, notre identité change. On parlait tout à l'heure de la matérialité. Dans tout ça, dans tous ces changements-là, la matérialité est importante. Donc on franchit le pas, on montre un changement, on montre en même temps, on peut démontrer une envie. C'est-à-dire, ah bah oui, c'est faisable, ah bah oui, c'est simple, ah bah oui, c'est agréable. On peut prendre des exemples tout bêtes, mais je sais pas, les couches lavables par exemple. Moi j'ai utilisé des couches lavables. Bon, théoriquement, ça a l'air très compliqué. C'est vrai que théoriquement, moi j'ai l'impression que c'est très compliqué. En pratique, c'est super simple. Il faut mieux pas expliquer. Il faut juste montrer. Quand on montre, c'est facile. Il y a plein d'exemples de ce type-là, où en fait le changement, il est plus vite fait quand on montre, plutôt que quand on fait une grande théorie. On arrivera à la majorité à partir du moment où les valeurs qui seront supportées donc par des actions deviendront majoritaires numériquement. On n'y est pas encore. Donc la minorité, il faut qu'elle soit patiente. Alors il faut qu'elle soit patiente, mais en même temps, la minorité ne peut jamais savoir exactement quand elle n'est plus la majorité. On ne peut pas le savoir. Parce qu'il y a les actes et il y a aussi la représentation. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de gens dans la majorité qui agissent comme la majorité, mais qui ne croient pas véritablement dans ce qu'ils font. C'est le cas de la plus grande partie de la majorité. En fait, c'est une autre minorité qui tient le pouvoir, et c'est elle qui nous emmerde et qui manipule, en tout cas qui tient la majorité des gens. Donc il se peut très bien qu'il y ait des mouvements de grande ampleur, comme la chute du mur de Berlin, la révolution de 1789. C'est des mouvements qui ont changé tout pour des décennies, voire pour des siècles, tout en étant des événements, on va dire, de faible ampleur en termes de bouleversement social.
C'était pas 39-45, c'était pas 14-18, c'était qui, elles, n'ont rien changé, par contre. Là, on a eu des conflits meurtriers de très grande ampleur, usage massif de la force, effet presque zéro, en fait, sur la trajectoire des sociétés. Un petit peu ralentissement, c'est tout. Mais en fait, c'est reparti de plus belle après. La même logique d'accumulation et de, pour le coup. Le changement dans l'ordre des valeurs, c'est un changement dans lequel, disons, le rapport de force ou la force n'est pas forcément... C'est un des moyens, hein, à Notre-Dame-des-Landes, évidemment, qu'il faut s'opposer à Vinci et tout, mais c'est pas le seul moyen. C'est pas le seul moyen, parce que agir sur les valeurs, c'est pas... on peut pas contraindre. Les valeurs, il faut y croire. Donc il faut arriver à créer de la conviction. Créer de la conviction, créer de l'envie, créer du « je m'écoute moi-même », effectivement, plutôt, ou en tout cas, j'écoute d'autres possibilités de moi-même, plutôt que celles qu'on entend tout le temps, qui passent par le téléphone portable, la voiture à Disneyland. Donc j'écoute d'autres possibilités de moi-même, et je m'y reconnais ou pas. Et si je m'y reconnais, en général, on s'y reconnaît mieux, hein, parce que, bon, c'est pas finalement si excitant que ça, on va prendre d'autres chemins et finir par être la majorité. Mais seul un prophète pourrait vous dire quand et comment. Bon, en tant que philosophe, je ne suis pas prophète, donc je peux pas répondre à ce genre de questions. Mais voilà, je peux par contre donner des éléments sur le processus de changement. Et je pense que c'est important de... Serge Moscovici, à la fin, il finit par la devise de Guillaume d'Orange, je ne me rappelle plus comme ça de mémoire, mais il disait qu'en gros, il n'est pas nécessaire de réussir pour espérer. C'est-à-dire, on ne sait pas véritablement où on va. Ben, c'est pas grave parce qu'au moins, quand on fait ce qu'on fait, on se fait plaisir, on préfère être plutôt partie de la solution plutôt que partie du problème. Donc, sans attendre la révolution, déjà, on est en train de changer quelque chose, on est en train de faire. Déjà, c'est mieux. Déjà. Donc après, c'est vrai que oui, on peut en plus vouloir, et ça serait bien, on est bien d'accord, mais en même temps, aujourd'hui, on voit bien que dans les partis, il n'y a pas un parti qui incarne ça. On voit bien que si on va militer dans un parti, on voit bien que c'est pas mûr. Où qu'on aille, on sera qu'une petite pierre dans le changement. Donc peut-être qu'un jour, et il faut le souhaiter, et je pense qu'il faut avoir la foi dans ce changement, que ça va se produire. Mais voilà, il y a une partie d'incertitude, une partie de inconnaissable, non connaissable. Pourquoi ? Parce qu'on est dans le domaine du vrai changement, contrairement à ce qu'on entend sur l'innovation, la plupart des discours sur l'innovation, c'est pas du vrai changement. C'est simplement, on continue la même chose dans la même direction, avec un truc qu'on n'avait encore pas inventé. Hein. Donc on continue, c'est comme si on disait, on continue de faire de la Formule 1, mais avec une voiture qui va plus vite. Et c'est l'innovation. Non, c'est toujours de la Formule 1. Voilà. Une vraie innovation, dans ce qu'on est en train de dire là, ça sera autre chose, dans une autre direction. Voilà. Donc ça répond aussi en partie de l'invention à l'innovation, puisque la différence en fait, c'est que l'invention, c'est un élément singulier, une personne, un objet, ou choses comme ça, alors que l'innovation, c'est quand ça devient socialement réapproprié par une partie, par des groupes au minimum, peut-être pas par la majorité, mais au moins par des groupes. Donc quand les gens vont dans une AMAP, celui qui a inventé l'AMAP, le premier, c'était une invention. Quand les gens vont voir des gens qui sont dans une AMAP, ça commence à être de l'innovation. Quand il y a beaucoup d'AMAP, là on est dans l'innovation, ça peut grossir, ça peut se multiplier, ça peut, voilà, ça continue, ça se réplique jamais à l'identique, mais il y a une matrice quand même qui fait des petits. Pour les vélos, pour l'usage du vélo, c'est pareil, encore une fois, des effets de réseau, tout ça, et pour que ça marche, il faut être nombreux sur la route pour faire peur aux voitures. Donc il y a un moment, il y a un effet de seuil. Oui, au début, je ne sais pas si c'est le mérite qu'on peut trouver au truc style Vélib, c'est qu'avant qu'il y ait le Vélib, il y avait peu de vélos, donc les voitures étaient les reines, tout le monde avait peur de faire du vélo, enfin 90% des gens avaient peur de faire du vélo. Puis tout d'un coup, voilà 20 000 vélos qui arrivent, qui conduisent n'importe comment. 90% qui n'ont pas le permis. Ils conduisent n'importe comment. Finalement, les bagnoles sont obligées de faire attention. Je ne sais pas qu'il y a eu une mort, entre parenthèses, mais en tout cas, ils ont été obligés de faire attention. Et maintenant, même les gens qui ont peur en vélo osent, en tout cas un peu plus, faire du vélo. C'est l'effet masse. Il y a un effet de seuil, si vous voulez. Hein. Bon, ça, c'est la logique de changement dont on peut reprendre, je pense, une partie des codes, effectivement, au domaine marchand, mais en le détournant évidemment vers le domaine non marchand. Hein, mais il y a une partie des choses qui sont utilisées, des recettes qui sont utilisées dans ce domaine-là.
Alors les technologies de l'information, et donc je conclue là-dessus, bon moi je suis pas très... je suis pas loin de penser qu'on aurait mieux fait de ne pas l'inventer, les technologies de l'information, donc je suis pas un grand fan des TIC, bon encore je ne suis pas devin, mais c'est vrai qu'elles se sont rendues incontournables. Il faut avoir un téléphone portable comme il faut avoir le permis pour trouver du boulot, sinon c'est même pas la peine. C'est quand même fondé sur des ressources épuisables, bon on l'a dit, mais je pense qu'il faut quand même le répéter. Ça réussit le tour de force de nous dire que ça va être durable en substituant de l'épuisable à du renouvelable, parce que le papier au moins c'était renouvelable. Donc partout, dans tous les domaines de l'activité, on nous dit il faut passer de l'épuisable au renouvelable, sauf dans les TIC où là il faut passer du renouvelable à l'épuisable. Bon, c'est un peu absurde, mais en plus il y a cette histoire d'interconnexion, il y a le fait que sur Internet tout est transparent, c'était fait pour ça effectivement, mais en réalité la capacité de voir est directement en fonction de votre puissance de calcul. C'est-à-dire que la NSA voit tout et moi je ne vois rien. Voilà, c'est ça la réalité. Et ça ne va pas véritablement s'arranger à mon avis. Donc le moins on fout les pieds trop sur Internet, le plus on essaye d'éviter justement l'intrusion des NSA, des machins et des bidules, le mieux on se portera, c'est sûr, mais dans les mouvements, en tout cas de la décroissance, de la transition, les TIC c'est assez clivant, c'est-à-dire que ça procure des débats très intenses entre ceux qui disent que justement c'est la pointe la plus avancée des technologies de productivité, ce qui n'est pas faux, puisque ça a été inventé pour ça, enfin pas tout à fait au début, mais si c'est massivement approprié aujourd'hui par la production à l'échelle mondiale, notamment le nano-trading, c'est précisément parce que ça permet de faire plus vite, plus loin et pour moins cher, enfin c'est la même logique qu'avant. Et puis ceux qui disent au contraire que ça permet une certaine collaboration à distance, et une transparence, les wikis, les logiciels libres. Donc bon, moi j'ai pas de réponse définitive, hein, sinon que moi j'aurais tendance quand même à pas trop l'utiliser, ou en tout cas essayer de déconnecter d'un certain Internet qui est disons, trop lié au complexe militaro-industriel pour faire simple. Mais voilà, j'ai pas de réponse véritablement définitive là-dessus, sinon que c'est quand même quelque chose dont je me méfie pas mal et que je pense qu'on devrait apprendre à s'en méfier beaucoup. Alors petite d'espoir, en tout cas pour moi, pour les TIC, c'est que les ados apparemment se méfient de plus en plus d'Internet, contrairement à ce qu'on disait il y a 10 ans, on disait oui, là, enfin, surtout moi dans mon milieu télécom, on est fan de télécom, on disait oui, mais la génération qui est née dans les années, c'est plus 80, 85, peut-être 85, c'est des gens qui sont, en anglais, des digital natives, des gens qui pensent dans le numérique. En fait, actuellement, les travaux montrent plutôt que les ados se méfient d'Internet, voire même excessivement dans certains cas. Moi j'entends maintenant de plus en plus, ah oui, c'est sur Wikipédia, donc c'est faux. Ce qui est quand même exagéré, parce que Wikipédia est relativement fiable. Donc il y avait une étude qui disait qu'il y avait deux valeurs qui sont montantes actuellement, c'est le prof et le bouquin. Pourquoi ? Parce qu'ils sont vers des contenus où on reconnaît une valeur d'agrégation. C'est-à-dire il y a de l'intelligence derrière, c'est pas simplement de l'information. C'est des contenus qui ont été agrégés par des gens qui connaissent, où il y a une certaine, où on peut identifier que c'est des gens qui se connaissent, qui connaissent le sujet, des choses comme ça. Alors, ça explique aussi que sur Facebook, ils mettent de plus en plus de choses fausses. En tout cas, ils évitent de mettre des choses vraies, mais de plus en plus de choses fausses, parce que maintenant on joue de plus en plus avec cette ubiquité d'Internet. Hein. Enfin, moi, j'ai pas d'ados, je connais pas très bien les ados. Moi, j'ai plutôt des grands ados. Là, vous êtes très optimiste, parce que si vous avez un ado chez vous, je peux vous garantir que la prégnance de l'écran, bon, je veux dire, oui, que ce soit les jeux. Attention. Oui, non, mais là, vous résumez tout à Internet, mais il y a les jeux, il y a tout l'environnement. La prégnance de l'écran, oui. Par contre, la naïveté par rapport à Internet, apparemment, beaucoup moins. Oui, non, ça d'accord. Bah oui, mais c'était pas le cas il y a 15 ans. Le temps passé. Il y a 15 ans, les gens, même 10 ans, les jeunes mettaient leur truc tout à fait en pensant qu'il n'y avait que leurs copains qui voyaient. Bon, maintenant, ils ont compris quand même que tout le monde voit. Mais... Non, enfin, bon, ça c'est là. Oui, aujourd'hui ça paraît, mais je trouve que c'est quand même intéressant. Voilà, je suis bien conscient de ne pas répondre à tout, mais... Ça c'est sûr qu'on ne peut pas répondre à tout. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup Fabrice.